IQ 168, connaissant toutes les lois, maîtrisant les astuces criminelles, mentant comme il respire, maître de la ruse se transformant en procureur pour défendre la justice et l'équité, comment ce changement soudain de statut et de responsabilité l'affectera-t-il? Et il y a aussi des situations chaotiques, tantôt drôles, tantôt émouvantes, sur une île au milieu de l'océan, un groupe de flambeurs célèbre frénétiquement. Au même moment, le jeune procureur Jinsu conduit ses collègues sur l'île, prêt à les arrêter. Tout semble se dérouler sans accroc, tous les parieurs sont arrêtés, à l'exception d'un chef de gang. Samdo, profitant du chaos sur les lieux, s'est échappé en douce. Jinsu était furieux d'apprendre cela, réprimandant violemment ses collègues. Mais après avoir confirmé que Samdo s'était enfui, il a affiché un sourire étrange. Bien, le client est parti. Il s'est avéré que la personne se faisant passer pour le procureur Jinsu n'était pas un véritable défenseur de la justice. En fait, tout ce qui se passait sous leurs yeux n'était qu'une mise en scène. C'était un piège tendu par Ji-Yuk, le maître escroc. Il cible spécifiquement les riches malhonnêtes car, même s'ils sont trompés, ils n'osent pas alerter la police. Après avoir facilement fait un bon coup, Ji-Yuk prévoyait d'emmener ses complices à l'étranger pour des vacances, comme d'habitude, pour éviter les problèmes. Mais cette fois, Samdo, la victime de l'arnaque, n'était pas aussi facile à gérer que les précédentes. Il a découvert qu'il avait peut-être été dupé et a retrouvé la trace de Ji-Yuk. Il l'a poursuivi jusqu'au quai et l'a intercepté avant qu'il ne monte sur le bateau. Avec une vue de 5,3, Ji-Yuk avait repéré les hommes de Samdo depuis longtemps. Il a rapidement trouvé une parade. Quand on lui a demandé s'il était un vrai procureur, il a crié sévèrement, puis a habilement informé ses complices, leur demandant de jouer leur rôle avec lui. Le plan de Ji-Yuk était tel quel. Ah, procureur Baek, bonjour, l'affaire précédente s'est bien déroulée. Oui, c'est fini, cependant, l'homme propose, Dieu dispose. En route vers le parquet central de Séoul, le véhicule des complices a été impliqué dans un accident inattendu. Le plan initial a été chamboulé, Ji-Yuk a dû improviser en chemin, menant le groupe de Samdo au parquet. Il a fait semblant de connaître un procureur qui passait par là, et a agi comme s'il était proche de la réceptionniste. Ces actions ont dissipé les doutes de Samdo. Ji-Yuk a continué son stratagème, disant à la réceptionniste qu'il avait oublié ses documents. Il lui a demandé d'appeler ses collègues du 6e bureau des affaires criminelles pour qu'ils viennent le chercher. Ensuite, il s'est tourné vers Samdo, débitant un flot de jargon juridique professionnel. Voyant qu'il connaissait les lois sur le bout des doigts, Samdo a commencé à croire que la personne en face de lui était peut-être un vrai procureur. Ji-Yuk, voyant cela, a porté le coup de grâce, ordonnant à Samdo de disparaître de sa vue en 3 secondes. Sinon, il en subirait de graves conséquences. Alors que le dernier doigt était sur le point de s'abaisser, la psychologie de Samdo s'est effondrée. Au moment où il allait tourner les talons pour s'enfuir, « Seigneur, oh, comment avez-vous grossi ?» Heureusement, Ji-Yuk, avec son expérience aguerrie, a réagi rapidement, contrairement aux gens ordinaires. Cette procureure, appelée Euna, devait être très proche de lui. Ji-Yuk s'est rapidement ajusté, se remémorant de vieux souvenirs avec elle tout en menaçant le groupe de Samdo de prendre leurs jambes à leur cou. Le danger a été temporairement écarté. Cependant, Ji-Yuk ne savait pas encore qu'il était tombé dans une affaire encore plus complexe et dangereuse. Il est entré dans l'ascenseur avec Euna, puis a cherché une occasion de s'éclipser, mais malheureusement, le plan a échoué. Quand Euna l'a appelé par son vrai nom, il a tout de suite sursauté, mais cette fois Euna ne lui a pas laissé le temps de réagir et l'a directement traîné dans la salle d'interrogatoire. Mais pourquoi Euna l'a-t-elle arrêté? L'affaire de son escroquerie avait-elle été découverte? Mais même si c'était le cas, le procureur n'aurait pas pu trouver de preuves, car avec son intelligence supérieure, Ji-Yuk avait toujours mené ses affaires avec une discrétion absolue. De plus, si elle avait vraiment voulu l'arrêter, elle ne l'aurait pas aidé plus tôt dans le hall. Un épais brouillard voilait tout devant ses yeux. L'esprit brillant de Ji-Yuk était également un peu confus, mais heureusement, Euna a rapidement répondu à ses questions. Tout a commencé quelques jours plus tôt, le procureur Jung Man-sik, nom G.C. Jinsu, conduisait de retour à Séoul pour prendre ses fonctions, lorsqu'il a eu un accident sur une route de montagne extrêmement dangereuse. Un camion l'a soudainement percuté, projetant la voiture et l'homme dans la mer. Jung Man-sik a lutté pour regagner le rivage, mais est tombé dans le coma. Après avoir reçu la nouvelle, Euna s'est précipitée à l'hôpital. Cet accident était certainement lié à l'affaire de contrebande de drogue que Jung Man-sik était en train d'enquêter. La raison pour laquelle l'adversaire l'a attaqué si brutalement était qu'il était sur le point de mettre la main sur des preuves importantes. En y pensant, Euna a décidé de cacher la nouvelle de l'accident de Jung Man-sik, le déplaçant dans un endroit sûr et secret afin d'empêcher l'ennemi de frapper à nouveau. Cependant, la sécurité de Jung Man-sik était temporairement assurée, mais l'affaire arrivait à un stade crucial. À ce moment-là, Jung Man-sik était dans le coma, et le témoin clé, qui était en contact direct avec lui, a insisté pour ne remettre les preuves importantes qu'à ce procureur Baek. Comment faire? S'il laissait passer cette opportunité et ne parvenait pas à obtenir les preuves, il serait encore plus difficile d'arrêter le gang du sel de bain, drogue. N'ayant pas le choix, Euna a cherché dans la base de données ADN. Elle a pensé que si elle pouvait trouver quelqu'un qui ressemblait à Jung Man-sik, tous les problèmes actuels seraient résolus, d'où la scène actuelle. Elle regardait cet escroc au QI élevé, identique à Jung Man-sik, avec une extrême satisfaction. Malheureusement, cet individu n'était pas aussi facile à gérer qu'elle l'avait imaginé. Malgré toutes ces menaces et ces tentations, Ji-Yuk répondait parfaitement, refusant catégoriquement d'aider. Les deux parties ont bataillé toute la matinée, personne ne voulant céder, jusqu'à ce que Euna lance son coup fatal. Dois-je rappeler les invités de tout à l'heure? N'ayant d'autre choix que de s'humilier, Ji-Yuk a accepté à contre-cœur de continuer à se faire passer pour le procureur Jung Man-sik, puis s'est rendu au point de rendez-vous selon les instructions de Euna. Nam Santa, la personne détenant les preuves importantes, est également venue le rencontrer comme convenu. Grâce à ses excellentes compétences en matière d'escroquerie, Ji-Yuk a facilement gagné sa confiance. L'adversaire, sans aucune méfiance, lui a révélé l'endroit où étaient cachées les preuves importantes.
Ji-Hyuk a terminé sa mission facilement, s'apprêtant à s'éclipser, mais le plan a soudainement changé. Il pensait obtenir les preuves aujourd'hui, mais elles avaient été déplacées ailleurs. Pire encore, la personne qui devait récupérer les preuves devait toujours être Jung Man-sik, alors que le vrai Jung Man-sik était dans le coma à l'hôpital. N'ayant pas le choix, Euna a demandé à Ji-Hyuk de l'aider une nouvelle fois. En l'entendant, il a catégoriquement refusé et a claqué la porte en partant, mais à mi-chemin, il est revenu et a fait une demande à Euna. Je dois voir le procureur Jung Man-sik de mes propres yeux. Après avoir personnellement confirmé que le vrai Jung Man-sik était dans le coma, Ji-Hyuk a accepté sa demande. Mais un nouveau problème est apparu, comment obtenir les preuves importantes sans se faire repérer? Demander un mandat de perquisition? Non, c'est trop bruyant, cela ferait fuir le gang. Les preuves importantes pourraient être détruites. Trouver un super voleur pour prendre les preuves? Non, ce seraient des preuves illégales, inutilisables devant un tribunal. Alors, comment obtenir les preuves parfaitement? C'est à ce moment que Ji-Hyuk, l'homme qui ne suit pas les règles, est intervenu, élaborant un plan presque parfait. D'abord, il se fera passer pour un visiteur ordinaire au centre culturel, des acteurs embauchés apparaîtront au bon moment et perturberont les lieux. Ensuite, il interviendra pour les arrêter, un appareil préinstallé émettra un bip, faisant croire à tout le monde qu'il y a une bombe. Enfin, Euna conduira dignement son équipe sur les lieux, découvrant accidentellement les preuves sur la scène du crime. C'est vraiment un expert, son plan est évident dès qu'il est exposé. Euna était stupéfaite d'entendre cela. En tant que procureur, elle n'aurait pas dû accepter ce plan. Mais le temps pressait, elle a dû céder, et le plan a été finalisé. En un clin d'œil, le jour de l'exécution est arrivé. Ji-Hyuk s'est rendu à l'endroit désigné selon le plan, et les fauteurs de troubles prévus sont également apparus à l'heure. Mais au moment où il s'apprêtait à agir, les hommes de Somdo, le chef de gang qui l'avait poursuivi, sont apparus de nulle part, l'encerclant et l'attaquant. Ji-Hyuk n'allait pas céder si facilement, et tout le groupe s'est lancé dans une bagarre. Euna, qui observait et attendait l'occasion à l'extérieur, a entendu le tumulte et s'est immédiatement précipitée pour l'aider. Mais à peine était-elle entrée dans le centre culturel qu'elle a vu Ji-Hyuk se faire poignarder à l'abdomen par l'un des hommes de Somdo, le sang coulant sans arrêt. Grièvement blessé, Ji-Hyuk a été emmené d'urgence par une ambulance. Euna est retournée sur les lieux et a découvert que tout n'était qu'une autre mise en scène orchestrée par Ji-Hyuk. Les ambulanciers étaient en fait ses anciens complices. Mais pourquoi Ji-Hyuk a-t-il dû faire cela? Je crois que le procureur Baek devrait abandonner 5 milliards de wons. Devant l'énorme somme d'argent qui lui était présentée, il ne pouvait pas refuser. Il a donc secrètement corrompu Somdo, l'homme qui le poursuivait sans relâche, pour jouer une pièce parfaite avec lui, et a finalement réussi à obtenir des preuves importantes. Mais tout se passera-t-il vraiment sans accroc? Qu'est-ce que ces preuves après tout? Apporteront-elles une richesse illimitée à Ji-Hyuk ou le mettront-elles en danger de mort? Ji-Hyuk, bon sang, après avoir monté son piège en série et obtenu les preuves, s'est immédiatement rendu à l'aéroport, comptant partir à l'étranger pour des vacances, évitant les problèmes comme d'habitude. Au même moment, Euna a découvert qu'elle avait été bernée par lui, et une colère ardente a éclaté en elle. Heureusement, elle n'était pas facile à duper. Grâce au système de localisation intégré dans son téléphone, Euna a poursuivi le groupe de Ji-Hyuk jusqu'à l'aéroport et les a interceptés. La fuite de Ji-Hyuk ayant de nouveau échoué, elle l'a traîné dans un coin, lui exigeant de lui remettre immédiatement les preuves volées, mais il a affirmé qu'il n'y avait rien dans la boîte. Bien sûr, Euna ne croyait plus un mot de cet escroc. Elle a ramené tout le groupe au poste, mais après une fouille minutieuse, les preuves étaient introuvables. Ji-Hyuk aurait-il caché les preuves ailleurs? Euna avait des doutes, et Ji-Hyuk, même s'il avait 100 bouches, aurait du mal à le nier. Au même moment, Nam Santa a appelé. Il a franchement admis que la boîte était vide et que les vraies preuves étaient toujours entre ses mains. Mais pour s'échapper en sécurité, il avait besoin d'argent. En d'autres termes, s'il voulait les preuves, il devait payer. Euna a accepté la demande de Nam Santa, et Ji-Hyuk a également été disculpé. Pour obtenir les preuves, Euna a de nouveau proposé de coopérer. Mais à ce moment-là, Ji-Hyuk ne voulait vraiment plus s'impliquer dans cette affaire. Il voulait juste faire partir ses complices, loin de ce tumulte. Mais une fois sur le bateau, il n'est pas facile d'en descendre. Euna connaissait le point faible de Ji-Hyuk. Sans discuter, elle a fait arrêter tous ses complices et l'a forcé à coopérer. Contraint et forcé, Ji-Hyuk a de nouveau cédé. Seulement cette fois, Ji-Hyuk n'avait pas seulement à se faire passer pour Jung Man-sik pour rencontrer Nam Santa, il devait aussi travailler au parquet pour maintenir temporairement le calme. Mais simuler ne peut pas éternellement devenir la réalité. Peu importe à quel point il était préparé, mémorisant tous les documents, sa personnalité et ses habitudes étaient encore très différentes de celles de Jung Man-sik, et il était encore moins capable de reproduire des souvenirs personnels. Rencontrer des collègues éloignés n'était pas un problème, il pensait juste que ce Jung Man-sik était un peu étrange. Mais s'il tombait sur quelqu'un qui connaissait Jung Man-sik, il serait facilement démasqué. De plus, le caractère décontracté et souriant de Ji-Hyuk était en totale contradiction avec l'apparence sérieuse et taciturne de Jung Man-sik, ce qui donnait des maux de tête à Euna. Et Ji-Hyuk, comme on s'y attendait, ne l'a pas déçu. Dès son premier jour de travail, il a attiré l'attention du chef de division, Lee Jang-bae. Non seulement cela, mais une figure de haut rang, qui apparaissait rarement, a fait une visite surprise au parquet. La vie est ainsi faite, plus on craint quelque chose, plus on le rencontre. Pour un escroc chevronné sur le point d'être démasqué, la première chose à faire est bien sûr de s'enfuir. Pour éviter d'être découvert par le procureur général Choi, qui était sur le point de venir, lui et Euna se sont séparés pour agir. Elle essayait de gagner du temps, tandis qu'il se précipitait pour se cacher dans l'escalier, mais l'homme propose, Dieu dispose. Choi, qui aimait faire de l'exercice, n'a pas pris l'ascenseur, mais a choisi de monter les escaliers. Les deux se sont rencontrés dans l'escalier, dans un embarras indescriptible.
Après quelques échanges, Choi a réalisé que ce Jong Man-sik semblait avoir des problèmes mentaux, et sa mémoire était également moins bonne. Quand les deux sont entrés dans le bureau pour continuer à discuter, le sentiment d'anomalie est devenu encore plus évident. Juste au moment où Choi allait poser plus de questions, Manager Kim est apparu à temps et l'a emmené. Quand l'autre partie a posé de nouveau des questions, Manager Kim a de nouveau détourné la conversation. Choi n'y a pas prêté beaucoup d'attention, donc il n'a pas creusé davantage, et le grand danger a été temporairement écarté. Euna et Ji-hyuk n'ont pu s'empêcher de pousser un soupir de soulagement, mais la peine n'a duré que quelques jours. Une affaire de contrebande de drogue particulièrement cruelle a secoué l'opinion publique. Une femme enceinte, transportant de la poudre blanche, drogue, sur elle, s'est évanouie à l'aéroport. Elle a été transportée d'urgence, mais n'a pas pu sauver le bébé, laissant son jeune fils de quelques années pleurer silencieusement au chevet de sa mère. L'affaire a attiré l'attention et provoqué l'indignation dans la société. Le procureur général a été informé. Il a immédiatement confié cette affaire à Jong Man-sik, Ji-hyuk, qui enquêtait sur la contrebande de drogue. Ji-hyuk a accepté la mission et s'est rendu à l'hôpital avec Euna. Sur place, ils ont été témoins de la destruction causée par la drogue sur la mère et l'enfant. Le petit garçon a supplié Ji-hyuk d'arrêter les méchants, lui offrant même sa seule sucette. Ji-hyuk et Euna sont retournés au poste le cœur lourd. Un plan s'est alors formé dans son esprit. Cette nuit-là, Ji-hyuk est parti en secret. Il s'est rendu avec Euna devant le bar Banana, montant une mise en scène basée sur l'indice de la sucette. Le trafiquant de drogue piège spécifiquement les femmes enceintes. Ji-hyuk a habilement mené la conversation, cherchant à obtenir plus d'informations utiles. Tout semblait se dérouler sans accroc, mais juste au moment où il était le plus confiant, quelqu'un s'est approché furtivement par derrière et l'a assommé avec un anesthésique. Au même moment, Euna a reçu la nouvelle choquante que Nam Santa avait disparu. Elle a été très choquée par sa disparition. Bien que l'enquête ait conclu que Nam Santa s'était suicidé, un homme sur le point de s'enfuir avec de l'argent. Comment aurait-il pu mettre fin à ses jours si facilement? La vérité n'était en effet pas si simple. En fait, lorsque Nam Santa a appelé Ji-hyuk pour admettre qu'il n'y avait aucune preuve dans la boîte, il avait déjà été enlevé par les hommes de Président Cho. Après une sévère correction, Nam Santa a été contraint de livrer les preuves importantes qu'il détenait. Et il était clair que ces preuves avaient également été détruites. Mais Président Cho n'était toujours pas tranquille. Il pensait que tant que Jong Man-sik serait en vie, il resterait une menace majeure. Il a donc demandé à Nam Santa de faire semblant que rien ne s'était passé. Il l'a appelé, comptant l'attirer, puis le tuer secrètement. Il restait encore quelques jours avant la transaction, Président Cho a donc confié Nam Santa à Song-do, qui échoue dans tout ce qu'il entreprend. Et il n'a pas déçu les attentes. Quand Nam Santa a tenté de s'échapper, Song-do l'a accidentellement étranglé, causant un énorme désastre. Song-do, terrifié, a supplié Président Cho de lui pardonner. Voyant que l'adversaire était vraiment en colère cette fois, il a même évoqué sa mère décédée. Heureusement, il a échappé au danger. Président Cho a ordonné à ses hommes de fabriquer une scène de suicide pour Nam Santa, afin que les procureurs le trouvent avec jubilation. En fait, Président Cho aurait très bien pu cacher la nouvelle de la mort de Nam Santa. Jusqu'à ce qu'il puisse attirer Jong Man-sik et le liquider. Alors pourquoi a-t-il révélé que Nam Santa était mort à ce moment-là? Il s'avère que la personne qui a assommé et enlevé Ji-hyuk n'était autre qu'un autre groupe d'hommes de Président Cho. Ji-hyuk a immédiatement compris qu'il était tombé dans le piège de quelqu'un d'autre. Évidemment, l'adversaire savait qui il était depuis le début. Et leur but en l'amenant ici était clair, le faire disparaître. Ji-hyuk a vu qu'il ne pouvait pas raisonner avec ces gens, et a décidé d'admettre qu'il n'était pas Jong Man-sik. Mais à ce moment-là, qu'il aurait cru? Les trafiquants de drogue ne l'ont même pas laissé finir sa phrase avant de le frapper avec une matraque, le faisant tomber à terre. La conscience de Ji-hyuk s'est estompée de plus en plus, alors qu'il pensait qu'il allait mourir ici. Un groupe d'individus masqués et experts en arts martiaux est soudainement apparu. Sans un mot, ils se sont lancés dans un combat acharné contre les trafiquants de drogue. Pendant l'affrontement, le chef a accidentellement laissé tomber un bras prothétique. C'est tout ce que Ji-hyuk a vu avant de s'évanouir complètement. Qui était finalement ce groupe masqué apparu de nulle part? Après que l'homme masqué ait sauvé Ji-hyuk, Président Cho n'a pas montré la moindre pitié, éliminant tous les subalternes qui avaient été en contact avec lui. J'espère que vous ne continuerez plus ce travail dangereux. À ce moment-là, Euna, ayant reçu la nouvelle, s'est également précipitée. Elle a reproché à Ji-hyuk de ne pas avoir agi seule, mais en voyant sa blessure, elle n'a pas pu se résoudre à le réprimander davantage. Ensuite, ils ont eu une conversation privée. Ji-hyuk n'était pas stupide. Après avoir vécu affaire après affaire, il avait réalisé que l'accident de voiture du procureur Jong Man-sik n'était pas un hasard. Il voulait qu'Euna lui dise la vérité, mais elle craignait que plus il en saurait, plus ce serait dangereux pour lui. Les deux se sont disputés sans arrêt, personne ne parvenant à convaincre l'autre. Au moment crucial, il a fallu recourir à la vieille méthode. Ji-hyuk a menacé, préférant être un escroc en prison plutôt que de mourir sous le nom de Jong Man-sik. Il a même crié qu'il voulait rencontrer des journalistes. Euna était aussi une complice dans l'usurpation d'identité du procureur. À ce moment-là, non seulement il serait arrêté, mais Euna serait également impliquée. Devant cette menace, Euna a dû céder et révéler toute la vérité. Il s'est avéré que l'affaire sur laquelle Jong Man-sik enquêtait auparavant était un réseau de contrebande de drogue soutenu par de puissantes forces. Il y avait même des employés du parquet et du ministère des Affaires étrangères. Ils avaient utilisé leur statut de diplomate et les valises diplomatiques, exemptes de contrôle douanier, pour transporter de la drogue. Après avoir vendu toute cette drogue, l'argent récolté serait transformé en pouvoir, leur ouvrant encore plus de portes. Ainsi, de façon répétée, l'argent s'accumulait et le pouvoir grandissait. Les procureurs ne valaient rien à leurs yeux. C'est aussi la raison pour laquelle Président Cho a osé s'en prendre directement à Jong Man-sik.
Depuis des années, président Cho entretenait une relation trouble avec le procureur général Choi, et complotait même des actes inhumains avec l'ancien premier ministre, Choi Byung-do. La preuve entre les mains de Nam Santa était une vidéo liée à la souche de drogue du gang de trafiquants. Mais l'identité de ce mystérieux trafiquant de drogue était inconnue, on ne connaissait que son surnom, Ours Brun. En entendant le nom d'Ours Brun, l'expression de Ji-Yuk est soudainement devenue étrange. Il ne pouvait pas croire qu'il entendait le nom qu'il avait poursuivi pendant 20 ans à ce moment précis. Pourquoi Ji-Yuk poursuit-il un personnage si dangereux? Quel est son lien avec cet Ours Brun? Il s'avère que le père de Ji-Yuk a été assassiné par Ours Brun. Il a été témoin de l'assassinat de son père. C'était son cauchemar, et aussi son obsession. Mais étrangement, l'enquête sur le meurtre de son père a finalement conclu à un suicide. Par conséquent, il n'a pu enquêter que par lui-même. Plus de 20 ans se sont écoulés, les indices liés à Ours Brun étaient malheureusement rares. Cette fois, il a finalement entendu ce nom. Quelles que soient les raisons, aussi dangereux que cela puisse être, il devait continuer à se faire passer pour Jung Man-sik. Il n'a pas seulement participé à l'enquête sur l'affaire de la contrebande de drogue, mais il doit aussi attraper de ses propres mains le coupable de la mort de son père et révéler la vérité sur son décès. Ayant tout bien compris, Ji-Yuk était rempli de détermination. D'une part, il a rencontré ses fidèles complices pour discuter d'un plan d'escroquerie. D'autre part, il est allé avec Euna sur le lieu de son enlèvement pour chercher des indices utiles. Malheureusement, la scène avait été nettoyée. La seule chose de valeur était un portrait lié au trafiquant d'opium. Ji-Yuk et Euna ont continué à se réunir. Lee Jang-bae, le chef de division, est entré avec une tasse de thé exquise. Peu de temps après, Euna a appris que Lee Jang-bae avait pris les empreintes digitales de Ji-Yuk pour les faire vérifier. Et à ce moment-là, les résultats de l'examen étaient disponibles. Il s'est avéré que dès le premier contact avec Ji-Yuk, Lee Jang-bae avait senti que quelque chose n'allait pas chez lui. De plus, les récents événements l'avaient rendu de plus en plus méfiant, pensant que ce Jung Man-sik était peut-être un imposteur. D'où l'idée de vérifier les empreintes digitales. Euna savait que cette fois, il n'y avait probablement plus aucune chance de le sauver. Elle a rangé ses affaires, abattue, et l'atmosphère dans le bureau est devenue pesante. Au même moment, la porte fermée s'est ouverte en grand. Lee Jang-bae est entré d'un pas lourd, tenant le rapport d'analyse. Mais la scène suivante a stupéfié Euna. Non seulement Lee Jang-bae ne les a pas interrogés, mais il s'est excusé, disant qu'il n'aurait pas dû prendre secrètement les empreintes digitales. Ji-Yuk n'a pas réprimandé son aîné, et n'a pas non plus esquivé la question, demandant directement à Lee Jang-bae quels étaient les résultats de l'analyse. Euna était extrêmement tendue, mais Lee Jang-bae a déclaré que les empreintes digitales correspondaient à 99,9% à celles du procureur Jung Man-sik. En d'autres termes, le Jung Man-sik devant eux était clairement le vrai. Que s'est-il passé? L'imposteur est-il devenu le vrai propriétaire? Euna a regardé Ji-Yuk avec une expression perplexe, lui posant des questions pendant un moment. Finalement, elle a compris que la réputation de Ji-Yuk en tant que roi de l'arnaque n'était pas usurpée. Avec un QI de 168, Ji-Yuk avait détecté depuis longtemps les doutes de Lee Jang-bae. Il avait donc préparé à l'avance de fausses empreintes digitales de Jung Man-sik. Lorsque Lee Jang-bae lui a personnellement apporté le thé, Ji-Yuk a prétexté d'aller aux toilettes. C'était précisément pour appliquer les fausses empreintes digitales sur sa main, ce qui lui a permis de passer l'épreuve avec succès. Après cet incident, Lee Jang-bae s'est senti un peu gêné envers Ji-Yuk. Ji-Yuk a profité de l'occasion pour se rapprocher de lui. Et au passage, il lui a demandé de l'aider à enquêter sur l'affaire du suicide de son père, Mochon. Sur le chemin du retour, Ji-Yuk s'est souvenu de son père. À l'époque, lui et son père avaient uni leurs forces pour escroquer les méchants et aider une vieille dame qui avait été trompée. Son père l'avait félicité, le qualifiant de génie de l'arnaque, mais à ce moment-là, son rêve était de devenir procureur. Et il y a eu un temps où il était si près de ce rêve. Mais l'avenir est toujours imprévisible, et une légère déviation peut mener à un résultat complètement différent. On ne peut pas reculer à cause d'un résultat insatisfaisant. On ne peut que faire preuve de plus de prudence et de persévérance pour avancer. Le puissant procureur général va bientôt fêter son anniversaire. C'est un événement majeur, où des procureurs de tous les échelons se réunissent en grand nombre. La scène est assez grandiose, et bien sûr, Ji-Yuk ne peut pas être absent à cette occasion. Il est arrivé en retard, a salué brièvement le procureur Gilles Desjaux qui se tenait à l'entrée. Une fois installé, il a essayé de minimiser sa présence, mais pour une raison quelconque, il y avait toujours quelqu'un qui l'utilisait pour se faire remarquer. La fête n'avait pas encore commencé depuis longtemps que Desjaux s'est levé, critiquant publiquement Ji-Yuk, affirmant que le procureur devant eux était un imposteur. Ensuite, il a même invité un camarade de classe de Jung Man-sik, qui a interrogé Ji-Yuk, « Si vous êtes le vrai, pourquoi n'avez-vous même pas jeté un coup d'œil à votre ami en entrant? Ne vous connaissez-vous pas ?» Ji-Yuk est resté impassible comme d'habitude, s'excusant simplement en disant qu'il ne l'avait pas ignoré intentionnellement. Bien sûr, Desjaux avait anticipé que Ji-Yuk dirait cela. Il a alors demandé à son camarade de classe de montrer une cicatrice de brûlure sur son bras et a dit à tout le monde que le vrai Jung Man-sik avait aussi une cicatrice sur l'épaule. Manager Kim a vu que la situation semblait incontrôlable et s'est rapidement levé pour changer de sujet. Il a essayé de détourner l'attention pour empêcher l'incident de s'aggraver, mais le procureur général, qui était resté silencieux, a soudainement pris la parole. Il a demandé à Manager Kim si c'était une surprise pour son anniversaire, assez intéressant, vous pouvez continuer. N'ayant pas le choix, tout le monde a laissé Desjaux continuer à parler. Mais d'habitude, Ji-Yuk avait peu de contact avec lui, alors pourquoi le soupçonnait-il sans raison? Il s'est avéré que la personne qui l'avait fait s'intéresser à Jung Man-sik et enquêter secrètement n'était autre que le procureur général Choi. Il avait reçu des informations de président Cho et avait commencé à douter du Jung Man-sik actuel, alors il avait appelé Desjaux pour lui ordonner d'enquêter secrètement. Et Desjaux, arrogant et vaniteux, aimait se vanter de ses réalisations pour gagner les faveurs du procureur général.
Il s'est donné à fond, multipliant ses efforts par 12, non seulement en fouillant le dossier de Jung Man-sik, mais aussi en retrouvant son camarade de lycée et en l'amenant pour le confronter. Prouvant que le Jung Man-sik devant eux était un imposteur, Daejo a progressivement serré l'étau, ses paroles devenant de plus en plus acerbes et excessives. À ce moment-là, l'expression de Jung Man-sik était lourde, il est resté silencieux, ce que Daejo a clairement interprété comme un signe de culpabilité. En y pensant, Daejo était encore plus sûr de sa victoire. Ji-hyuk ne s'attendait pas à ce que les choses en arrivent là. Il a conseillé à Daejo de s'arrêter là, tant de gens les regardaient, mais l'autre partie n'a pas tenu compte des paroles de Ji-hyuk. Il a continué à lui exiger d'enlever sa chemise. La situation en était arrivée là, bon gré mal gré, il devait l'enlever pour prouver son innocence. Le moment où la foule attendait avec impatience est enfin arrivé. Euna et manager qui m'ont baissé la tête en silence. Daejo, quant à lui, était plein de confiance, prêt à savourer sa victoire. À sa grande surprise, celui qu'il considérait comme un imposteur n'avait pas seulement une cicatrice sur l'épaule, mais il a aussi révélé des choses que seul le vrai Jung Man-sik pouvait savoir. Le complot de Daejo s'est complètement effondré. Non seulement il n'a pas réussi à faire tomber Jung Man-sik dans l'abîme, mais il s'est aussi transformé en risée. Mais que s'est-il passé au final? Euna avait auparavant découvert que Ji-hyuk enquêtait sur elle, alors il a tendu un piège et préparé un moyen de s'en sortir. Grâce à cela, il a également pensé que le vrai Jung Man-sik pourrait être en danger, alors il s'est rendu à l'hôpital pour le faire sortir, mais l'homme propose, Dieu dispose. En chemin vers la fête d'anniversaire, le vrai Jung Man-sik s'est réveillé, c'est comme si le ciel les aidait. Puisqu'il en est ainsi, pourquoi ne pas se battre pour un retournement de situation spectaculaire? Le plan avait été méticuleusement calculé à 99,9%, il suffisait d'un peu de chance, et le vrai Jung Man-sik s'était réveillé. Cela signifie-t-il que Ji-hyuk peut se retirer tranquillement? Bien sûr que non. Premièrement, Jung Man-sik venait de se réveiller, sa santé était encore très faible, la moindre négligence pouvait le faire retomber dans le coma. De plus, le vrai Jung Man-sik est une personne rigide, même s'il savait que laisser Ji-hyuk se faire passer pour lui n'était qu'un plan temporaire, mais par pur principe. Non seulement il a réprimandé Euna, mais il a également déclaré qu'il poursuivrait Ji-hyuk pour usurpation d'identité de procureur, ainsi que Euna pour incitation. Vouloir se retirer en toute sécurité de cette manière, c'est probablement impossible. Face à un procureur Jung Man-sik aussi intègre, ferme et entêté, tout le monde avait mal à la tête, seul Ji-hyuk restait calme. Il était certain que Jung Man-sik ferait des compromis et lui demanderait de continuer à enquêter minutieusement sur l'affaire de la contrebande de drogue pour lui. En même temps, Aja n'a pas non plus renoncé à la convaincre d'analyser ses sentiments. Ses arguments étaient clairs, rappelant à Jinsu le passé, en particulier le fait qu'il l'avait aidé pendant leurs années d'école, et racontant son propre effort à 100% pour devenir procureur. Finalement, elle a résumé la raison pour laquelle elle avait enfreint la loi, elle voulait attraper l'ours brun, afin qu'il subisse la punition de la loi. Est-ce que ce serait aussi une erreur? Après avoir écouté ces mots, Jinsu est tombé dans une profonde réflexion, il a compris la persévérance de Aja et a ressenti sa colère, comprenant aussi sa tristesse et son impuissance. En fait, il avait lui-même goûté à ces émotions contradictoires, mais comme il avait toujours suivi le droit chemin, il lui était temporairement difficile de les accepter. Après une conversation approfondie avec Jinsu, Aja est montée sur le toit et a dit à Dochan qu'elle n'avait peut-être pas réussi à convaincre son aîné têtu et rigide, mais qu'elle n'abandonnerait pas pour autant, et qu'elle espérait donc que Dochan pourrait continuer à l'aider. En fait, Dochan avait également l'intention de continuer à participer à l'enquête. Le changement d'avis de Jinsu n'était qu'une question de temps, alors après quelques refus de pure forme, Dochan a accepté la demande de Aja. Aja était folle de joie, mais à sa surprise, il a soudainement changé de ton, lui imposant 3 conditions. Aja, à contre-cœur, a dû temporairement accepter, et comme Dochan l'avait prédit, Jinsu a accepté de laisser Dochan continuer à se faire passer pour lui grâce à la persuasion de Aja. Jusqu'à ce que le gang de trafiquants de drogue soit démantelé et que le chef de la bande de l'ours brun soit arrêté, Ji-hyuk a dit que pour bien jouer ce rôle, il fallait connaître les informations sur les affaires passées des 2 personnes. En fait, c'était aussi pour satisfaire un peu son propre désir, car plus il en savait sur la bande de l'ours brun, plus cela l'aiderait à éclaircir la vérité sur la mort de son père. L'histoire a commencé il y a 1 an, lorsque Ji-hyuk et Euna ont reçu un tuyau, apprenant qu'un groupe de personnes puissantes se rassemblaient souvent pour commettre des actes répréhensibles. Après un raid et une enquête, ils ont arrêté Park Hyung-jin, le seul diplomate inconscient. De là, il fut découvert qu'il transportait de la drogue dans le pays via des valises diplomatiques. Park Hyung-jin admit que tout ce qu'il faisait était sous les ordres d'une personne appelée l'ours brun. Park Hyung-jin, qui vivait dangereusement, était resté très vigilant et avait filmé la scène de la transaction avec l'ours brun à l'aide d'une caméra cachée, et la vidéo permettant d'identifier l'ours brun avait été copiée sur une clé USB. Park Hyung-jin considérait cela comme sa carte maîtresse pour survivre, malheureusement, il n'eut pas le temps de s'en servir pour négocier avant d'être découvert et de succomber à la pression de l'interrogatoire en prison. Ji-hyuk et son équipe furent également impliqués, et l'enquête publique dut alors devenir secrète. Quant à la clé USB que Park Hyung-jin n'avait pas eu le temps d'utiliser, elle est tombée entre les mains de son meilleur ami, Sang-ta. Après avoir clarifié tous les détails de l'affaire, tout le monde a réorienté l'enquête, il était clair que les diplomates qui allaient et venaient librement restaient le choix idéal pour transporter de la drogue. Le plus grand suspect, Lee Jang-bae, est devenu la première cible de l'enquête. Après avoir établi un plan d'action, Ji-hyuk et Euna se sont rendus à l'aéroport. Ils ont intercepté la voiture de Lee Jang-bae, après une inspection, ils ont découvert que le sac diplomatique qui aurait pu contenir de la drogue ne contenait que des fragments de céramique brisés. L'équipe est alors retournée tristement au parquet. Face à l'interrogatoire du procureur, Euna a déclaré qu'il était fort probable que les sacs diplomatiques soient devenus un moyen de transport pour l'opium, et a espéré que le procureur délivrerait un mandat de perquisition pour enquêter minutieusement sur cette affaire.
Le procureur a accédé à sa demande, et toute l'équipe s'est rendue en force à l'aéroport, mais les choses ne se sont pas déroulées aussi facilement que prévu. Ils ont soigneusement inspecté les diplomates suspects, ne trouvant que des paquets de poudre de piment dans le courrier, sans aucune trace de drogue. Pourquoi cela? Aurait-il été informé à l'avance? C'était bien le cas, le réseau de subalternes du président Choi s'étendait dans tout le milieu politique, et aucun mouvement ne pouvait échapper à leurs yeux. Et ils savaient aussi que le simple fait d'empêcher Ji-Hyuk de vérifier la valise diplomatique ne résoudrait pas le problème à la racine, il valait mieux distraire l'attention et cacher la farine dans un endroit plus sûr pour faciliter l'entrée dans le pays. Celui qui s'est anticipé est déjà fort, mais celui qui anticipe même l'anticipation de l'autre est un génie qui force l'admiration. Le chef de section, manager Kim, à qui Ji-Hyuk avait demandé de l'aide, avait commencé à enquêter sur l'affaire de Mochon. Il a suivi les indices jusqu'au président Choi, ancien policier criminel expérimenté, qui n'a bien sûr divulgué aucune information utile. Il a expédié l'affaire en quelques mots, mais il était très curieux de savoir pourquoi une affaire vieille de plus de 20 ans était rouverte. Manager Kim a rapporté l'information à Ji-Hyuk, qui a suivi les indices jusqu'à la galerie d'art du président Choi. Au moment où il l'a vu, des souvenirs enfouis ont ressurgi. En même temps, le plan de transport de drogue de la bande du président Choi se déroulait sans accroc. Il pensait que Ji-Hyuk ne s'attendait certainement pas à ce que la farine soit cachée dans le convoi du chef d'État, le président de la Corée du Sud. Pour aller plus loin, même si l'équipe de Ji-Hyuk y avait pensé, il aurait fallu beaucoup de courage pour oser inspecter le convoi présidentiel. Effectivement, si l'incident s'était produit il y a un an, Ji-Hyuk aurait peut-être planifié méticuleusement, puis utilisé des moyens légaux pour les traduire en justice. Mais les temps ont changé, cette nouvelle équipe combinant procureur et escroc est totalement imprévisible. Bloquer le convoi présidentiel n'était pas un problème majeur, Ji-Hyuk ne suivait pas les chemins habituels, il a immédiatement élaboré un plan parfait. Ils ont utilisé une ambulance comme piège, réussissant à bloquer le convoi présidentiel. Les deux hommes ont expliqué la raison au président, soupçonnant quelqu'un d'utiliser le convoi pour transporter de la drogue. Ces mots à peine prononcés, tout le monde sur place fut stupéfait. Heureusement, le président était une personne intègre et clairvoyante, non seulement il ne leur a pas reproché, mais il leur a également permis d'inspecter tout le convoi. Mais le ciel n'était pas avec eux, après une fouille approfondie, ils n'ont toujours rien trouvé. Aurait-il encore deviné faux? C'est impossible, toutes les routes étaient bloquées. La seule façon de transporter la drogue ne pouvait être que le convoi présidentiel. Alors que tout le monde était sur le point d'abandonner, se préparant à accepter la suspension ou le licenciement, Ji-Hyuk a remarqué un diplomate sur place, Choi Sang-jung, qui avait eu des liens très étroits avec l'employé diplomatique suspect, Lee Jong-bae. Sa présence dans le convoi prouvait qu'il était très probable que la drogue soit cachée dans ses affaires. En y pensant, Ji-Hyuk est retourné au fourgon, a pris une barre de fer pour ouvrir la caisse au nom de cet employé diplomatique. La statue dans la caisse a été révélée, et quelques jours auparavant, Ji-Hyuk avait déjà vu cette statue dans la galerie du président Choi. Ji-Hyuk, sans un mot, a brisé la statue, et la drogue cachée à l'intérieur s'est ainsi révélée au soleil. Dans cette partie, Ji-Hyuk a gagné gros, affronter un maître est épuisant pour le cerveau, mais l'avantage est que le processus est extrêmement intéressant, et la victoire apporte un sentiment d'accomplissement intense. Ji-Hyuk a trouvé la drogue dans la statue, et le diplomate contrebandier Choi Sang-jung a été immédiatement arrêté et emmené au parquet. Mais quoi qu'on lui demande, il restait muet. Ji-Hyuk a de nouveau pensé à la statue dissimulant la marchandise. C'était la même qu'il avait vue à la galerie du président Choi, si rien ne pouvait être tiré de Choi Sang-jung, il valait mieux retourner voir le président Choi. Ji-Hyuk est donc retourné à la galerie une fois de plus. Pendant qu'il parlait au président Choi, il n'a cessé de laisser entendre qu'il était impliqué dans cette affaire. Mais le rusé président Choi avait déjà préparé des preuves, forçant Ji-Hyuk à croire en son innocence. Bien sûr, il n'y croyait pas vraiment, mais tout était trop bien ficelé, et il n'y avait rien à gagner à poser d'autres questions. Ji-Hyuk n'a eu d'autre choix que de partir. Au même moment, la décision de le sanctionner, lui et Euna, pour avoir agi de leur propre chef en bloquant le convoi présidentiel, était sur le point d'être approuvée. Euna était extrêmement découragée, elle s'était préparée à être suspendue ou licenciée. Mais la ministre Min a apporté une nouvelle inattendue, il s'est avéré que la Maison Bleue non seulement n'avait pas blâmé les deux, mais avait également approuvé leur façon de faire, les louant pour leur courage. Le président a même tenu sa propre conférence de presse, déclarant qu'il souhaitait mettre en jeu sa propre position pour soutenir toutes les enquêtes du parquet. Le procureur général a reçu les instructions et a ordonné la création immédiate d'une équipe spéciale pour enquêter minutieusement sur cette affaire. En d'autres termes, ils avaient une chance d'attraper l'ours brun plus rapidement, c'était une excellente nouvelle, la meilleure possible. Mais pourquoi la ministre Min était-elle si inquiète? Il s'est avéré que le président n'avait pas seulement formé une équipe spéciale, mais qu'il avait également nommé le procureur Ji-Hyuk comme chef d'équipe. Si le Ji-Hyuk en question était le vrai Ji-Hyuk, ce ne serait pas un gros problème. Mais maintenant, c'était Do-chan qui se faisait passer pour Ji-Hyuk, même s'il connaissait bien la loi et avait un esprit suffisamment intelligent. Mais son expérience pratique en matière d'enquête est nulle, il peut se faire passer pour un procureur pour tromper son entourage en temps normal. Mais diriger une affaire d'une telle ampleur sous les yeux de tous, ne serait-ce pas se faire démasquer en un instant? Le secrétaire Min avait des maux de tête incessants à ce moment-là. Alors, Ji-Hyuk, la tête penchée, a dit, et si on continuait comme ça? Y a-t-il une petite compensation supplémentaire? Ce qui doit arriver arrivera. La responsabilité inattendue qui lui est tombée dessus a rendu le secrétaire Min inquiet, elle a sincèrement souhaité que le vrai Ji-Hyuk puisse se rétablir immédiatement. Idéalement, il pourrait reprendre le travail dès demain, mais en réalité, après une si longue convalescence, Ji-Hyuk n'allait toujours pas mieux, son corps était encore très faible, et son moral ne s'était pas non plus amélioré. La conversation entre le médecin et Ji-Hyuk a renforcé les inquiétudes, il fallait laisser aux personnes autour un peu de temps pour se préparer.
Que voulait dire le médecin? La maladie de Ji-Yuk cachait-elle autre chose? Sa vie était-elle sur le point de s'éteindre? Est-ce pour cela qu'il a accepté que Do-chan se fasse passer pour lui? Après le départ du médecin, les trois personnes ont de nouveau discuté. Euna a exprimé ses inquiétudes, mais Ji-Yuk l'a réconforté, persuadé que Do-chan ferait du bon travail. Ces mots ont un peu rassuré tout le monde. De plus, l'opportunité était là, pourquoi ne pas la saisir? L'enquête de l'équipe spéciale a officiellement commencé, mais un mouvement d'une telle ampleur ne pouvait laisser indifférent le président Cho, qui avait des transactions d'intérêt avec le gang du président Choi. Même s'il ne pouvait pas agir ouvertement, il pouvait toujours installer une personne facile à manipuler pour collecter des informations et suivre l'avancement de l'enquête de l'équipe spéciale. Alors, qui était cette personne facile à manipuler? Bien sûr, c'était Jambei, avec son QI moyen mais son arrogance démesurée. Il a brandi le décret impérial et a rejoint l'équipe spéciale avec force. Euna et manager Kim, sachant qu'ils devaient collaborer avec lui, ont soupiré d'agacement à l'unisson. Ne pouvant désobéir aux ordres du procureur général, ils ont dû s'efforcer de faire comme s'il n'existait pas. Tout était prêt, Ji-Yuk est sorti de la pièce, a assigné les tâches clairement, et les termes techniques ont fusé. Jambei n'a même pas eu le temps de comprendre ce qu'étaient réellement les ordres de Ji-Yuk. Une fois Ji-Yuk a fini d'assigner les tâches, tout le monde est passé à l'action et a commencé l'enquête. En un instant, on aurait pu croire que le procureur en face était le vrai Ji-Yuk. Comment a-t-il pu se transformer du jour au lendemain? Bien sûr, c'est parce qu'il avait derrière lui un stratège professionnel de niveau 10, Ji-Yuk et Ji-Yuk, l'un jouant sur scène, l'autre dirigeant depuis les coulisses, l'un plein d'idées audacieuses, l'autre prédisant avec précision, on peut dire que leur coopération était absolument parfaite. La vitesse de résolution de l'affaire de trafic de drogue était comme si on avait appuyé sur un bouton d'avance rapide. Voyant que l'enquête était sur le point de toucher des informations importantes, le président Cho et le président Choi se sont finalement montrés impatients, et après une discussion, les deux ont décidé de frapper un grand coup pour inverser complètement la situation. Le président Cho et le président Choi ont déplacé leur cible vers le procureur général, qui, bien que juste, était également débordant d'ambition. Le président Cho a insinué que s'il voulait rejoindre le club de Namsan et partager une partie des bénéfices, il devait signer un acte de reddition, prouvant sa valeur et sa fermeté. Le procureur général a réfléchi. Peu de temps après, Choi Sang-jung, dès qu'il a rencontré son avocat, a fait des révélations. Ji-Yuk et Euna sont allés à la salle d'interrogatoire. À leur surprise, Choi Sang-jung leur a réservé une grande surprise, le transport de la marchandise était sous les ordres d'un VIP. Choi Sang-jung a osé désigner directement le président, affirmant avoir agi sous ses ordres. Bien sûr, Ji-Yuk et Euna n'y croyaient pas, qui serait assez stupide pour créer une équipe spéciale pour enquêter sur soi-même. Mais Jambei, qui était à côté, ayant entendu cette nouvelle, l'a immédiatement transmise à la presse. L'opinion publique a soudainement explosé, Euna était folle de rage, essayant de confronter Jambei devant le procureur général, lui demandant pourquoi il avait fait cela. Mais c'était le procureur général qui lui avait donné l'ordre, comment pouvait-il laisser Euna le critiquer si facilement? Le président Cho et le président Choi étaient très satisfaits de ce résultat. Les deux hommes sont intervenus à temps pour jeter de l'huile sur le feu, rendant l'opinion publique de plus en plus incontrôlable. Le procureur général a saisi cette occasion pour rejoindre le club de Namsan. Après la célébration, le président Choi a invité le procureur général à boire un verre en privé. Il a rappelé à son interlocuteur de ne jamais oublier l'affaire d'un Chon 6 ans auparavant. Le procureur général, en l'entendant, a soudainement affiché un visage grave. Parallèlement à l'agitation de l'opinion publique, l'équipe spéciale a également été dissoute. L'équipe d'intervention spéciale arrangée par le président Cho l'a commodément remplacée, et tous les documents ont été saisis. Le bureau, hier encore animé, était maintenant vide et froid. Euna ne put s'empêcher de s'irriter, à la fois déçue et résignée. À ce moment-là, Choi Sang-jung a également quitté la prison, étant transféré au bureau de l'équipe spéciale pour une enquête publique. Mais un accident inattendu s'est produit pendant le transfert. Un camion a soudainement percuté et renversé le fourgon blindé. Choi Sang-jung en a profité pour s'échapper. Est-ce l'arrangement du président Choi? Où comptait-il transférer Choi Sang-jung? Après s'être échappé, Choi Sang-jung a appelé le directeur Wang. Le subalterne du président Choi a dit qu'il était arrivé à l'endroit désigné. Mais le directeur Wang a nié connaître un quelconque Choi Sang-jung et ne l'avait pas aidé à s'échapper. Qu'est-ce qui se passait? Il s'est avéré que c'était une pièce de théâtre mise en scène par Ji-Yuk et Euna. Les deux ont transmis de fausses informations à Choi Sang-jung, lui faisant croire qu'il allait être secouru. Ensuite, ils ont arrangé un faux accident de la route pour qu'il s'échappe facilement. Après cela, même s'il a contacté les trafiquants de drogue, tout s'est déroulé sans accroc. Ji-Yuk a suivi le tracker jusqu'à un bar. Il a vu la personne qui était en contact direct avec Choi Sang-jung et a cru que ce type était l'ours brun. Comme il avait appelé le directeur Wang en s'échappant, Ji-Yuk soupçonnait que ce type était très probablement l'ours brun. Mais en enquêtant plus profondément, il a rejeté cette hypothèse. Il a eu de plus en plus le sentiment que le directeur Wang n'était qu'un pion, et que le vrai cerveau était quelqu'un d'autre. Dans l'impasse, Ji-Yuk s'est soudainement souvenu de la villa où son père avait été tué, il y avait une piscine dans la cour. Si cette villa appartenait au directeur Wang, on pourrait confirmer qu'il était l'ours brun. Ji-Yuk a confié cette tâche à Euna et Koin. Les deux ont suivi le directeur Wang jusqu'à la villa et ont pris des photos avec un drone. Ji-Yuk a réalisé que c'était bien l'endroit de ses souvenirs. Après une analyse minutieuse, Ji-Yuk a découvert que la profondeur de la piscine de la villa avait changé par rapport à il y a 3 ans. En d'autres termes, il était très probable que le directeur Wang ait caché des marchandises illégales au fond de la piscine. La question se posait alors, quel prétexte pouvait-il trouver pour mener une enquête publique sans attirer l'attention de l'équipe spéciale? La secrétaire Min a eu une idée brillante, un excellent prétexte était que la piscine avait été rénovée illégalement. Tout le monde a applaudi, et ils ont facilement obtenu un mandat de perquisition. L'opération a officiellement commencé, toute l'équipe s'est rendue en toute confiance à la villa du directeur Wang.
Mais ils ont découvert que la piscine avait déjà été nettoyée, ne laissant qu'un désordre. C'était clairement un raid. Comment le directeur Wang a-t-il su à l'avance quand la farine serait déplacée? Euna s'est soudain souvenu qu'à leur approche, ils avaient croisé un véhicule orange appartenant à la société du directeur Wang. Ce véhicule aurait très bien pu transporter la drogue. Euna a demandé à tout le monde de continuer à fouiller pendant qu'elle suivait la piste. Peu de temps après, elle a trouvé le véhicule orange. À sa surprise, elle a vu de ses propres yeux la voiture être volée par Euna et Coin à un carrefour. Qu'est-ce qui se passait? Ji-Yuk avait-il anticipé cela aussi? Elle l'a immédiatement appelé mais a découvert que son téléphone était injoignable. Elle a demandé à un manager qui lui a appris que Ji-Yuk avait disparu sans laisser de traces. Euna, effondrée, a arrêté la voiture et a appelé Ji-Yuk, lui disant qu'elle était tombée dans un piège. Elle était de plus en plus certaine que le but de Ji-Yuk était la contrebande. Comme elle avait été trop confiante, la drogue et lui s'étaient volatilisés. Que devait-elle faire pour sauver la situation? Euna s'est précipitée chez Ji-Yuk mais a découvert que non seulement Ji-Yuk, mais aussi Jambei, Euna et Coin avaient disparu. Il semblait que cette fois, elle s'était vraiment trompée de personne. Euna, à la fois en colère et pleine de regrets, s'est effondrée sur le canapé, réfléchissant à une solution. Mais à ce moment-là, les plus en colère et pleins de regrets étaient le directeur Wang et le président Choi. Une grande quantité de drogue avait été perdue, et le directeur Wang s'est fait sévèrement réprimander par le président Choi. Mais il a répliqué que tout était de la faute de Jambei, s'il n'avait pas trafiqué de drogue de sa propre initiative, ignorant les conseils, pourquoi la police l'aurait-elle surveillé? Le président Choi a écouté en silence. À ce moment-là, la secrétaire est entrée pour rappeler au directeur Wang qu'il était temps de participer à l'événement prévu pour les personnes âgées. Bien qu'il n'en ait plus le moindre désir, pour sa candidature au conseil municipal, il a dû arborer un sourire forcé et jouer le rôle du bienfaiteur. À cet instant, il ignorait que cette activité était en fait un piège géant. Et à partir de ce moment, il ferait ses adieux à ses jours de gloire pour toujours. Le directeur Wang, insouciant, a prononcé un discours passionné en souriant. Tout le monde a applaudi sa générosité. Mais alors que l'activité touchait à sa fin, un vieil homme l'a publiquement interpellé sur place, lui demandant si c'était vraiment de la bonne farine. Au même moment, Euna a découvert que Ji-Yuk, qui avait disparu, avait rallumé son téléphone. Elle s'est rendue à l'événement pour personnes âgées en suivant la localisation, et alors qu'elle s'apprêtait à donner une bonne raclée à Ji-Yuk, ce dernier lui a dit avec complaisance qu'une pièce de théâtre intéressante était sur le point d'être jouée. Euna a tourné son regard vers la scène avec méfiance. À ce moment-là, le vieil homme qui venait de questionner la qualité de la farine a sorti un petit couteau, faisant une petite entaille dans le sac de farine. Le vieil homme a goûté la farine et a découvert que ce n'était pas de la farine du tout. Le directeur Wang, surpris, a demandé ce que c'était si ce n'était pas de la farine. Il a pincé une pincée et l'a goûté, et à peine une gorgée, il a été choqué. Car la poudre devant lui était la marchandise illicite qu'il avait perdue plus tôt. Tout le monde était étonné, le directeur Wang était paniqué. Le vieil homme en a profité pour le pousser, aidant ce type à faire la une des journaux. Voyant le directeur Wang arrêté, Euna a réalisé qu'elle avait de nouveau été trompée par Ji-Yuk. Mais son objectif n'était pas la drogue, mais le directeur Wang, celui qui était suspecté d'être l'ours brun. Mais comment Ji-Yuk avait-il fait disparaître le véhicule orange si soudainement? En fait, c'était très simple, c'est juste qu'Euna était en colère à ce moment-là et n'y a pas prêté attention. Ji-Yuk lui a donné un indice, il s'est avéré qu'il avait préparé un camion plus grand. Quand la voiture orange a tourné, elle est allée directement dans le camion et a disparu sans laisser de traces. En entendant l'explication de Ji-Yuk, Euna a soudainement compris. Mais à travers cette affaire, elle a compris que son acceptation de se faire passer pour Ji-Yuk au parquet avait sûrement un but qui n'était pas simple. Le président Cho et le président Choi ont vu la nouvelle de l'arrestation du directeur Wang à la télévision. Tous deux n'avaient pas imaginé que Ji-Yuk et Euna seraient aussi obstinés et difficiles à gérer, n'agissant jamais selon la logique habituelle. Mais ils n'étaient pas non plus stupides, avant l'arrestation du directeur Wang, ils s'étaient déjà préparés. Le président Choi a menacé la vie de la fille du directeur Wang, au cas où il serait arrêté. Ainsi, à partir de ce moment, il serait l'ours brun, en pensant à la sécurité de sa fille. Lors de l'interrogatoire, le directeur Wang a admis sans hésitation être la personne derrière le transport d'opium par valise diplomatique, et être le légendaire ours brun. La confession trop catégorique du directeur Wang a soulevé des doutes. De plus, sa stature était très différente de celle de l'ours brun dans les souvenirs de Ji-Yuk. Tous deux ont continué l'interrogatoire, Ji-Yuk étant plein de questions. Euna a demandé au directeur Wang comment il avait géré cette vidéo. Le directeur Wang, ignorant tout de cette vidéo, n'a pu s'empêcher de s'interroger. Ji-Yuk en a profité pour dire que c'était la vidéo du centre culturel de Rache. Il a prétendu y croire en suivant les paroles de Ji-Yuk, affirmant que la vidéo avait été détruite, aussitôt qu'il a prononcé ces mots. Ji-Yuk et Euna se sont regardés, tous deux certains que le directeur Wang, en face d'eux, n'était qu'un bouc émissaire contraint. Car la vraie vidéo avait été filmée au centre culturel espagnol. À travers cette affaire, Euna était presque certaine que le but de Ji-Yuk était probablement l'ours brun. Mais pourquoi? Le directeur Wang a été arrêté, la drogue saisie, et des tas d'argent ont coulé à pic. Le président Cho était furieux. Il a affirmé que le directeur Wang avait attiré l'attention du procureur uniquement parce que Jambei n'avait pas obéi aux ordres, entraînant des complications. Et le président Choi s'est rapidement occupé de ce problème. Mais il semble que Jambei ait une relation complexe avec le président Choi. C'est pourquoi, même s'il commettait sans cesse des erreurs, il était pardonné maintes et maintes fois. Alors, cette fois, le président Choi allait-il continuer à lui pardonner? Tandis que le président Choi réfléchissait encore à maintenir ou non Jambei, un de ses subordonnés apprit la nouvelle et se rendit secrètement à l'endroit où Jambei était détenu. Il dit que le président Choi avait l'intention de le tuer, et que s'il voulait vivre, il n'y avait qu'un seul moyen. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. De plus, cet ami était très intéressé par une grande figure de leur côté.
Le subordonné de Jambet a immédiatement contacté Ji-Yuk, disant que s'il voulait trouver l'ours brun, il devait se rendre au lieu indiqué pour sauver Jambet tout de suite. Étant donné que cela concernait la localisation de l'ours brun, que l'appelant dise la vérité ou non, Ji-Yuk devait suivre le plan. La nuit tombée, il a piloté sa moto personnalisée, se rendant seul à l'endroit désigné. Sur le chemin, il a aperçu Manager Kim, le subordonné du président Choi. Ji-Yuk est arrivé au point de rendez-vous selon l'adresse donnée par le subordonné de Jambet. Après un combat acharné, il a réussi à pénétrer dans la pièce où était détenu Jambet. Mais Manager Kim était plus rapide et avait déjà emmené Jambet. Manager Kim l'a conduit dans une zone déserte et isolée, se préparant à l'étrangler avec une corde et à maquiller la scène en suicide. Jambet a résisté désespérément. Alors que les deux parties s'affrontaient, le président Choi a appelé. Il a dit à Manager Kim d'interrompre l'action et de ramener Jambet à la galerie d'art, le sortant des griffes de la mort. Jambet s'est prosterné devant le président Choi. Ce dernier lui a demandé s'il reconnaissait la personne sur la photo. Jambet l'a reconnu d'un coup d'œil, il avait déjà joué au jeu avec elle sur une île. Le président Choi a dit à Jambet que s'il voulait vivre, il devait coopérer avec Manager Kim pour trouver cette personne. Jambet a rapidement accepté et a juré de faire de son mieux, regardant son adversaire dévoré. Le président Choi était assailli par 1000 pensées. Mais il ne savait pas qu'à ce moment-là, il avait semé la graine de la haine dans le cœur de Jambet. Il ne voulait pas seulement éliminer Manager Kim, celui qui avait failli le faire passer de vie à trépas, mais aussi anéantir le président Choi, le donneur d'ordre. Euna a repensé à quelques événements récents et a eu de plus en plus le sentiment que Ji-Yuk cachait quelque chose. Peut-être qu'il avait déjà rencontré l'ours brun et qu'il était déjà allé à cette villa. Euna a emmené Ji-Yuk à la villa où la drogue était cachée et lui a exprimé toutes ses suppositions et ses doutes. Elle a averti Ji-Yuk de ne pas laisser ses émotions personnelles influencer le traitement de l'ours brun. Mais Ji-Yuk a rétorqué que les règles du jeu étaient fixées par lui. Il a dit à Euna qu'il pouvait concourir pour voir qui démasquerait l'ours brun en premier. Le jeu semblait devenir encore plus intéressant. Au même moment, l'équipe spéciale a également terminé son enquête, annonçant aux médias que les déclarations de Choi Sang-jung concernant le président étaient totalement fabriquées et sans fondement. Le directeur Wang a également été convoqué de nouveau par le parquet central. Ji-Yuk et Euna l'ont interrogé une deuxième fois, mais pour la sécurité de sa fille, le directeur Wang ne pouvait pas dire la vérité. Il n'a cessé d'affirmer qu'il était l'ours brun. L'enquête sur l'affaire est de nouveau tombée dans une impasse. Comment allait-il débloquer la situation cette fois-ci? Bien que le directeur Wang soit certain de garder le silence et d'endosser toutes les accusations, Ji-Yuk et Euna, têtus, restaient extrêmement difficiles à gérer. Le président Cho et le président Choi craignaient que si l'affaire de trafic de drogue continuait d'être investiguée, elle ne devienne incontrôlable tôt ou tard. À ce moment-là, il ne s'agirait plus seulement de la perte de quelques personnes ou de quelques lots de farine. Y pensant, le président Cho a dit directement au procureur général qu'il fallait rapidement trouver un moyen de clore l'affaire. Le mieux serait de se débarrasser de Ji-Yuk et d'Euna en les envoyant ailleurs. Cependant, il s'était déjà présenté devant le président et avait obtenu l'autorité complète pour enquêter sur l'affaire de contrebande. Sans raison valable, il serait très difficile de les renvoyer, mais il était toujours possible de mettre fin à l'affaire de trafic de drogue. Ayant reçu les instructions, le procureur général a immédiatement convoqué une conférence de presse. Lors de la conférence de presse, il a unilatéralement annoncé les résultats de l'enquête sur l'affaire de la contrebande de glutamate de sodium via la valise diplomatique, rejetant toute la responsabilité sur le directeur Wang. Et cette affaire serait transférée de la 6e chambre criminelle à la chambre des crimes majeurs pour une enquête plus approfondie. En d'autres termes, à partir de maintenant, Ji-Yuk et Euna n'auraient plus le droit d'enquêter. Quelle que soit leur insatisfaction envers l'ordre du procureur général, les deux devaient s'y conformer. Mais comment ce duo têtu pourrait-il abandonner si facilement? Euna a contacté un collègue qu'elle connaissait à la chambre des crimes majeurs, et a découvert que, bien qu'ils aient commencé l'enquête, tout ce qui avait été obtenu de la maison du directeur Wang avait été soigneusement filtré. En fait, il n'avait même pas touché les tiroirs de sa maison. En combinant cela avec le comportement étrange du procureur général, Euna a compris qu'une enquête par les voies officielles ne permettrait absolument pas de trouver des preuves. C'est ainsi qu'elle a rencontré Jambet, Euna et Koin, les menaçant que s'ils ne l'aidaient pas à obtenir les documents secrets de l'ordinateur du directeur Wang, ils devraient passer des vacances en prison, à contre-cœur. Ils n'ont eu d'autre choix que de transiger. Une fois déguisée, toute l'équipe s'est rendue à la villa du directeur Wang et a réussi à télécharger les données de l'ordinateur. Ils ont également photographié toutes les nombreuses peintures situées au sous-sol et ont tout remis à Euna. Elle a examiné méticuleusement et a découvert que les transactions financières de Wang Biendo étaient très propres, mais que les peintures du sous-sol étaient extrêmement suspectes. Et ces tableaux provenaient tous de la galerie du président Choi, et chacun avait une valeur considérable. Pour élucider cette affaire, Euna a elle-même peint un tableau et l'a apporté à la galerie du président Choi. Euna a insinué que si l'historique des transactions financières de Wang Biendo était si propre, c'était parce que le président Choi utilisait des tableaux pour le blanchir de l'argent. Un tableau valait tout au plus 1 million, mais il était vendu pour 500 millions, 1 milliard. À ce sujet, le président Choi a simplement dit que l'art n'avait pas de prix fixe, ou en d'autres termes, qu'elle ne pouvait pas considérer cela comme une preuve pour le condamner. Les deux parties ont continué à se disputer et à se renvoyer la balle pendant un certain temps, mais Euna n'a toujours pas obtenu d'informations utiles. Cependant, la seule chose que l'on pouvait affirmer est que Ji-Yuk n'était absolument pas une personne simple. Euna a rapporté le tableau au bureau du procureur, où le manager qui m'a entendu Euna dire que quelqu'un voulait acheter ce tableau pour 500 millions de wons. Il a alors demandé si cette personne était Ji-Yuk. Euna, curieuse de savoir comment il se connaissait, a ouvert la bouche pour demander. Le manager Kim n'a pas pu se retenir et a tout raconté, car Jambet lui avait demandé son aide. Après avoir examiné tous les documents d'enquête du manager Kim, Euna a soudainement compris.
Jambet, il s'est avéré que le but de ce génie de l'arnaque était d'enquêter sur le suicide de son père. Il a donc défié tout, sans scrupule, pour trouver Brown Bear. Euna a raconté cette histoire à Ji-Yuk après qu'ils aient analysé minutieusement et découvert que Ji-Yuk pourrait bien être Brown Bear lorsque Jambet a décidé de retourner au bureau du procureur, se faisant passer pour Ji-Yuk une fois de plus. Il avait dit à ses coéquipiers qu'il travaillerait avec eux, ferait une fortune et s'enfuirait. Mais quand il a vraiment eu l'argent, Jambet n'a même pas cligné des yeux, utilisant un piège pour attraper seulement Coin. Les personnes soupçonnées d'être Brown Bear, Euna et Ji-Yuk, se sont sentis trompés. Mais le plus important, c'est que Jambet leur avait caché des choses importantes. Ils comprit que ce qui les préoccupait n'était pas de faire une bonne affaire avec de la contrebande. Ils espéraient seulement que Jambet les considérerait comme de la famille, peu importe ce qu'ils faisaient, tant qu'ils ne leur cachaient rien. En y pensant, Jambet leur a raconté son passé et leur a parlé de son objectif. En fait, il avait toujours cherché Brown Bear, celui qui avait tué son père. Après avoir appris la vérité, tous ont eu beaucoup de compassion pour Jambet et ont exprimé qu'ils feraient de leur mieux pour l'aider à trouver cette personne. Après avoir compilé les anciens et les nouveaux documents, bien que la villa où Jambet s'était rendu enfant ne soit pas au nom de Ji-Yuk, cet endroit avait été la maison de Président Choi. Et la fille de Président Choi, Secretary Min, était la femme de Ji-Yuk, et aussi la femme que Jambet a tuée. En reliant tout cela, il semblait y avoir une réponse. Mais il restait un dernier point à vérifier, c'était le moment du décès de Secretary Min. Jambet se souvenait que lorsqu'il était enfant, il était allé à la villa avec son père le 4 avril. Si le moment du décès de Secretary Min coïncidait avec ce jour, cela prouverait que toutes ces spéculations étaient exactes. Mais après l'enquête, Jambet a découvert que ce n'était pas le 4 avril. Le journal indiquait que le décès de Secretary Min était le 10 juin, plus de 2 mois après le 4 avril. Qu'est-ce que cela signifiait? Coin a soupçonné qu'il avait confondu la direction de l'enquête, mais Jambet a estimé qu'il devait y avoir un mystère là-dedans. Pour éclaircir cette affaire, tout le monde a suivi la voiture de Président Choi jusqu'à un temple et a découvert le secret qu'il cachait depuis de nombreuses années. Il s'est avéré que le décès de Secretary Min était bien réel, seulement c'était pendant la période des élections. Afin de ne pas influencer les élections, Président Choi a choisi de cacher la vérité sur la mort de sa fille. Il est devenu Premier ministre avec succès et a atteint le succès en politique. Mais il ne savait pas que l'assassin mentionné par Ji-Yuk, Jambet, n'était qu'un bouc émissaire, le vrai coupable était toujours à ses côtés, en attendant tranquillement l'opportunité de le dévorer un jour. Après avoir vérifié la date réelle du décès de Secretary Min, Jambet était certain que Ji-Yuk était Brown Bear, celui qui avait tué son père. Une question importante devait être confirmée. Ensuite, il fallait arrêter Sang-do, qui avait une relation complexe avec Ji-Yuk. Jambet et Coin ont tendu un piège simple, et Sang-do, n'étant pas très intelligent, est tombé facilement dans le piège. Ils l'ont ensuite incité à exprimer son ressentiment envers Ji-Yuk et ont enregistré une vidéo comme preuve, utilisée pour le menacer de travailler pour eux. Sang-do avait déjà une haine profonde envers Ji-Yuk, donc en coopérant avec Jambet, il n'avait aucun fardeau. Grâce à cela, son équipe a obtenu des informations sur la banque d'épargne K et a découvert que cette banque était en fait le coffre-fort privé du président Choi. Le directeur de la banque, Lee Jang-bae, n'était qu'une marionnette. Au même moment, Ji-Yuk a également appris que, peu de temps auparavant, le président Choi avait rencontré le directeur de la banque K. Il a appelé le directeur et lui a demandé s'il avait reçu de nouvelles instructions. Lee Jang-bae n'a pas osé cacher la vérité et a simplement révélé que le président Choi lui avait demandé 100 milliards de wons, pensant que Ji-Yuk l'empêcherait. À sa surprise, il lui a dit d'accélérer le processus et de rassembler rapidement les 100 milliards de wons. Le soir venu, Ji-Yuk a emmené le manager Kim au bureau de Lee Jang-bae. À ce moment-là, les 100 milliards de wons étaient déjà prêts. Ji-Yuk lui a dit de transférer immédiatement tout l'argent sur son compte. Les deux parties étaient de grands personnages qu'il ne fallait pas s'aliéner, mais à ce moment-là, Ji-Yuk semblait plus dangereux. Pour sauver sa vie, Lee Jang-bae n'a pas osé s'opposer et a simplement obéi aux paroles de Ji-Yuk. Mais en connaissant un si grand secret, aurait-il encore une chance de survivre? Ceux qui connaissent des secrets n'ont que deux issues, être éliminés ou se suicider. Ensuite, Ji-Yuk a détruit toutes les preuves, puis a placé la lettre de suicide qu'il avait préparée sur le bureau de son adversaire, le procureur général. Les complices de Ji-Yuk ne pouvaient évidemment pas faire de cette affaire un grand scandale. Il a ordonné à la procureure adjointe Shak-Yumi de clore rapidement cette affaire. Alors, qui était la personne la plus appropriée pour gérer cette affaire? Lors de la réunion, la procureure adjointe Kyumi a désigné une personne. Ji-Yuk, qui ne voulait que l'approbation de ses supérieurs et lui a laissé entendre que le directeur de la banque s'était sûrement suicidé pour corruption. Euna et Jambet ont trouvé cela extrêmement étrange. L'enquête n'avait même pas commencé, comment un verdict pouvait-il déjà être rendu? Le processus d'enquête peut aboutir à des résultats, mais il n'avait jamais entendu dire qu'il y avait des résultats sans rien faire. Alors seulement l'enquête a commencé, de nombreuses questions ne pouvaient pas être résolues immédiatement. Il fallait donc aller jouer une partie d'échecs chez l'ennemi. Jambet est retourné à la galerie d'art de Ji-Yuk avec un cadeau mystérieux, un tout nouvel échiquier. Les deux ont joué l'un contre l'autre, se comportant en amis en apparence, mais en réalité, les courants souterrains étaient violents. Jambet a mentionné négligemment la femme de Ji-Yuk, mais celui-ci a parlé avec un air de regret. Sa femme était décédée il y a très longtemps dans un accident de la route, et la conversation s'est terminée ainsi. Mais en fait, le but de Jambet cette fois-ci n'était pas de provoquer, ce qui était dit n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'était de savoir si le cadeau serait bien utilisé.
Le lendemain, Jambay s'est rendu aux funérailles de Lee Jong-bae et y a rencontré président Choi et Ji-yuk, et ils se sont assis pour discuter. En quelques phrases, Jambay a semé le doute chez le président Choi concernant Ji-yuk, rendant le président Choi furieux du comportement secret de ce dernier. Il a décidé de convoquer immédiatement une réunion interne pour exclure Ji-yuk du club de Nansan. Jambay a délibérément fait en sorte que Sang-do donne des photos de Ko-in à Ji-yuk, afin de continuer à gagner sa confiance. Quant à Ji-yuk, qui avait déjà des sentiments complexes pour Sang-do, cela a en partie dissipé ses doutes et il lui a ordonné d'accélérer le rythme, d'enquêter clairement sur la relation entre cette personne et Ji-yuk. Peu de temps après, le club de Nansan a tenu une réunion interne, mais les résultats n'ont pas été satisfaisants. Le membre du parlement Lee Kyo, toutes les personnes présentes ont été soudoyées ou menacées par Ji-yuk pour qu'elle se range de son côté. Président Choi avait perdu la main, et bien qu'il soit réticent, il ne pouvait que regarder, impuissant, celui qui s'était jadis incliné devant lui, devenir le nouveau leader du club de Nansan. Président Choi est parti, abattu, et a juré qu'il le ferait regretter, mais avait-il vraiment encore cette chance? Au même moment, pour enquêter sur le suicide de Ji-yuk, Jambay a collaboré avec Euna, l'un d'eux a emmené Ji-yuk sur le toit, l'autre est allé à son bureau, cherchant une opportunité de consulter secrètement le rapport lié à l'affaire, lorsqu'ils ont constaté que la lettre de suicide ne portait pas les empreintes digitales du défunt Ji-yuk. Tous deux étaient encore plus certains que le suicide de Ji-yuk cachait un secret inavouable. Emportant leurs doutes, Jambay et Euna ont commencé à enquêter secrètement, mais Ji-yuk, fort de son expérience criminelle, avait effacé toutes les traces depuis longtemps, et malgré leurs recherches et vérifications minutieuses, ils n'ont obtenu aucune information utile. Que faire alors qu'ils étaient dans une impasse? La directrice financière de la banque K, Han Ji-yang, a passé un appel anonyme et a dit qu'elle voulait dénoncer quelqu'un, que c'était Ji-yuk qui avait reçu l'instruction de cette personne et avait donc transféré une grosse somme d'argent, et juste au moment où elle s'apprêtait à révéler le nom de l'inconnu, elle a soudainement raccroché, effrayée. À l'approche de la date limite du jugement, Euna était très impatiente. Elle voulait rencontrer Han Ji-yang pour la convaincre, mais celle-ci, effrayée, est partie immédiatement, et l'affaire est de nouveau tombée dans une impasse. Jambay, qui ne suivait jamais les voies conventionnelles, a dû agir de nouveau. Après avoir examiné attentivement le dossier de Han Ji-yang, Jambay a décidé de se faire passer pour un médecin, de créer une rencontre romantique avec elle, puis de la faire avouer la vérité. Tout s'est déroulé très bien, le plan de Ji-yuk a été très efficace, Han Ji-yang a même offert à Jambay du kimchi fait maison par sa mère, et les deux ont convenu de se rencontrer le lendemain pour qu'elle révèle son secret. Mais à un pas du succès, les événements ont soudainement échappé à tout contrôle. Procureur Ji-yuk, était-il vrai que vous avez accepté des pots de vin? Où exactement l'erreur s'est-elle produite? Comment Jambay n'a-t-il pas pu imaginer que le kimchi que Han Ji-yang lui avait donné serait rapporté par les médias comme un pot de vin au procureur? Jambay était totalement impuissant en voyant les journalistes l'encercler. Il a conduit les journalistes avec confiance jusqu'au coffre de sa voiture, prêt à vérifier avec eux la grosse somme d'argent prétendument un pot de vin. Mais quand il a ouvert la boîte de kimchi devant les médias, il a découvert que le kimchi à l'intérieur avait disparu. À la place, il y avait une boîte pleine d'argent liquide. Il s'est avéré que le kimchi que Han Ji-yang lui avait donné avait été secrètement échangé, et que tout cela était un piège tendu par Ji-yuk. Le procureur général, informé de cette affaire, l'a d'abord sévèrement réprimandé, puis, saisissant l'occasion, lui a demandé de quitter immédiatement le bureau du procureur. Jambay, se faisant passer pour Ji-yuk, a ainsi été licencié. Le ministre Choi a ressenti un immense remords, ne sachant comment expliquer cela au vrai Ji-yuk. Quant au vrai Ji-yuk, après avoir appris ce que Jambay avait fait, il était encore plus furieux. Il a reproché à Jambay de ne pas avoir tenu compte de ses conseils et d'avoir agi à sa guise, et encore moins de l'avoir fait perdre son poste. Les choses en étant là, il espérait que Jambay s'en irait et ne les contacterait plus jamais. Quant à son poste perdu, il le récupérerait dignement. Rejeté par Ji-yuk pour tous ses efforts passés, sa personne niée par des paroles provocantes, Jambay n'a pas montré grand-chose. Quand il a entendu son coéquipier se plaindre de Ji-yuk, il a juste réfléchi un instant. Quant à Ji-yuk, après avoir complètement rompu avec Jambay, il est allé à la galerie d'art de Ji-yuk. Il a dit à Ji-yuk que la personne qui avait traité avec lui auparavant n'était pas lui, mais un imposteur qui lui ressemblait, nommé Jambay. Ji-yuk, en entendant cela, a fait le lien avec des événements précédents et a senti que ce que Ji-yuk disait était peut-être vrai. Voyant Ji-yuk hésiter, Ji-yuk a porté un nouveau coup. Il lui a dit que Jambay était le fils de Jambay, et que son but était de s'approcher de Ji-yuk pour éclaircir la véritable cause de la mort de son père. À ce stade, Ji-yuk a presque cru les paroles de Ji-yuk. Il lui a demandé quel serait son avantage s'il l'aidait à retrouver son poste de procureur. Ji-yuk a regardé l'échiquier non loin et a dit qu'il pouvait devenir son pion. Ji-yuk a réfléchi un instant. Pour continuer à gagner la confiance de Ji-yuk, Ji-yuk a également révélé l'adresse du groupe de Jambay. Le manager qui m'a immédiatement mené son équipe à l'action, mais ils ont raté le groupe d'escrocs qui avait pris des précautions. Bien qu'il n'ait pas été capturé, ce que Ji-yuk avait dit avait entièrement gagné la confiance de Ji-yuk. Les deux ont officiellement commencé à collaborer à partir de ce moment. En plus de restaurer son titre de procureur, Ji-yuk a également fait une autre demande. Jambay, qui avait réussi à s'échapper, a discrètement trouvé Euna et lui a raconté que Ji-yuk avait vendu tout le groupe à Ji-yuk. Euna n'osait pas croire que l'intègre Ji-yuk ferait une telle chose, était-ce seulement pour retrouver son poste de procureur? Mais quel sens cela avait-il de collaborer avec le diable pour retourner au bureau du procureur? Euna ne comprenait pas pourquoi Ji-yuk avait soudainement changé ainsi, l'importance du poste de procureur était-elle plus grande que sa propre intégrité? En pensant à la façon d'agir de Ji-yuk, Euna a commencé à s'inquiéter pour la sécurité de Jambay, mais il n'y a pas prêté attention, lui disant de ne pas s'inquiéter. Après lui avoir dit au revoir, il a prononcé cette phrase, « Désolé, procureur Ji-yuk.
Le lendemain, Han Ji-yang s'est rendue au bureau du procureur. Elle a admis que le procureur Ji-yuk avait en fait été dupé par elle, et qu'il avait reçu l'argent prétendument un pot de vin sans rien savoir. Ainsi, Ji-yuk a dissipé les soupçons, mais Euna a été extrêmement déçue que Ji-yuk revienne de cette manière. Il n'a pas donné beaucoup d'explications à ce sujet, disant simplement qu'il allait recommencer à zéro, en progressant par ses propres moyens. Le juste Ji-yuk aurait-il vraiment été aveuglé par le désir, devenant quelqu'un qui n'hésite devant aucun moyen pour atteindre ses fins? Et quel serait donc son désir et son objectif? Celui qui semble habituellement courageux pourrait ne pas oser se lever face au pouvoir. Tandis que celui qui semble habituellement prudent et timide pourrait avancer pour défendre la justice. Le procureur général a reçu un appel de Ji-yuk. Ji-yuk lui a dit que Ji-yuk était maintenant très fiable, et qu'il pouvait lui confier l'enquête sur le député Lee Kyo, le dernier partisan de président Choi au club de Nansan, pour lui porter un coup dur, le forçant à se retirer de la politique, et laisser Ji-yuk s'en charger. Au même moment, Euna a trouvé le ministre Choi et lui a fait part de ses doutes. Pourquoi, lorsqu'ils ont perquisitionné la villa de Koin, l'adversaire avait-il si habilement déplacé toutes les drogues à l'avance? Pourquoi, lorsqu'ils ont inspecté la valise diplomatique, le personnel diplomatique les a-t-il reconnus et s'était-il déjà préparé? Et pourquoi l'affaire du suicide récent du directeur de la banque a-t-elle été traitée si superficiellement? Ils n'ont même pas enquêté en profondeur et ont conclu à un suicide avant de classer l'affaire, une affaire après l'autre. Prises isolément, cela pourrait être difficile à remarquer, mais en les reliant toutes, on verra que toutes les pistes pointent directement vers une seule personne, qui est le procureur général. Le ministre Choi a été choqué d'entendre l'analyse d'Euna. Il a averti Euna de ne pas agir de sa propre initiative, car elle ne pourrait pas en supporter les conséquences. Euna pensait que le ministre Choi avait peur de s'en prendre à la mauvaise personne et voulait exprimer sa détermination à tout clarifier. À sa surprise, le ministre Choi a changé de ton, lui parlant d'une voix sérieuse et impuissante, il s'occuperait de tout lui-même. Le ministre Choi, qui était habituellement timide, s'est levé pour la justice et la responsabilité, pour permettre à Euna d'enquêter en toute tranquillité. Il voulait montrer à ceux qui étaient aveuglés par la cupidité le talent des procureurs coréens. Seulement, si quelque chose devait arriver, cela ne devrait absolument pas concerner Euna. Au même moment, Ji-yuk a également commencé à enquêter sur Lee Kyo. Il a réussi à trouver la preuve que la fille de ce dernier était toxicomane, et a utilisé cette information pour le forcer à démissionner de son poste de député, permettant au procureur général de saisir l'occasion de se présenter aux élections partielles. Le temps était compté, la tâche ardue. Euna a immédiatement contacté Jong-bae pour lui donner rendez-vous, souhaitant qu'il l'aide à percer le secret du procureur général par d'autres moyens. Cependant, à l'heure du rendez-vous, c'est Ji-yuk qui est apparu devant Euna. Euna a cru que c'était le vrai Ji-yuk, le réprimandant, elle a pris l'initiative de défendre Jong-bae. Après l'avoir réprimandé un moment, la personne devant elle a retiré ses lunettes, révélant son vrai visage. Il s'agissait en fait d'une petite plaisanterie que Jong-bae lui avait faite. Après avoir plaisanté un moment, Euna a dit à Jong-bae qu'elle avait découvert que le procureur général et Ji-yuk avaient commencé à communiquer il y a 6 ans. Depuis lors, ils avaient maintenu des contacts secrets, se rencontrant discrètement ou utilisant des téléphones cryptés pour transmettre des informations. Mais ce qui était étrange, c'est que tous les samedis à 10 h, le procureur général se rendait toujours seul à la galerie d'art, en l'absence de Ji-yuk. Quel secret la galerie d'art cachait-elle donc, qui le poussait à prendre le risque d'être découvert pour y aller à l'heure pile? Pour sonder le secret que le procureur général cachait dans la galerie d'art de Ji-yuk, il fallait bien sûr Jong-bae. L'homme qui ne suivait jamais les règles a agi, et l'alliance entre le procureur et l'escroc a officiellement commencé. Jong-bae a ciblé l'œuvre de Fabergé d'une valeur de 50 milliards de wons, que la galerie d'art de Ji-yuk venait d'obtenir le droit d'exposer. Tout d'abord, ils ont filmé une vidéo où ils cassaient l'œuf et en ont fait une publicité. Ensuite, grâce à Seung-do, ils ont obtenu le plan de l'intérieur de la galerie d'art. Enfin, ils ont demandé à Koin et à 2 autres personnes de se déguiser pour filmer à l'intérieur de la galerie. Une série d'opérations fluides et presque parfaites. Voyant que le jour de l'exposition approchait, les préparatifs de l'équipe d'escrocs étaient prêts. À ce moment-là, Ji-yuk était dans la galerie d'art, admirant ce précieux œuf et écoutant les éloges de tout le monde à son sujet. Mais de manière inattendue, une vidéo annonçant le vol de l'œuf s'est répandue sur les réseaux sociaux. Après analyse, Ji-yuk a pensé que la personne qui voulait voler l'œuf était probablement Jong-bae. C'était un défi public à son égard. Ji-yuk a dit au manager Kim de ne pas se soucier de cette vidéo pour le moment, mais d'attendre tranquillement qu'il vienne. À ce moment-là, il le mâcherait morceau par morceau. Mais bien que confiant, il devait tout de même prendre des précautions. Ji-yuk a demandé à Ji-yuk de renforcer la sécurité autour de la galerie d'art. Le procureur général a également dit à Ji-yuk d'être particulièrement vigilant. Euna a appris que Ji-yuk allait emmener des hommes à la galerie d'art de Ji-yuk pour arrêter Jong-bae. Elle est allée le voir à nouveau, exprimant sa détermination à arrêter les malfaiteurs, et aussi sa déception envers Ji-yuk. Ji-yuk, entendant ces mots, n'a pas montré la moindre émotion. Il a seulement dit à Euna qu'il attraperait sûrement Jong-bae. Ils se sont séparés fâchés. Ji-yuk s'est souvenu de l'autre condition qu'il avait proposée à Ji-yuk, s'il vous plaît, assurer la sécurité de la procureure Euna. En un clin d'œil, le jour de l'exposition est arrivé. Face aux doutes de tout le monde, Ji-yuk a dit avec confiance. Les mesures de sécurité ici sont si strictes qu'une fourmi ne pourrait pas s'y faufiler. Malheureusement, à peine avait-il fini de parler que l'incident honteux s'est produit. Dans la vitrine de l'œuf de Fabergé, de nombreux os blancs sont soudainement apparus. Une fois les os blancs disparus, l'œuf était toujours là, mais il s'est lentement ouvert, révélant une lettre d'avertissement à l'intérieur. Tout le monde a été extrêmement surpris, et l'exposition a été suspendue. Cette affaire a rapidement été connue des médias. Tout le monde a spéculé qu'il s'agissait probablement de l'œuvre d'un célèbre voleur international.
La société responsable du système de sécurité de la galerie avait déjà été cambriolée à plusieurs reprises. On a même murmuré que le voleur ne visait pas l'œuf, mais le coffre-fort secret au deuxième sous-sol de Jiyuk. Ces nouvelles ont bien sûr également été vues par le procureur général. Il s'est précipité à la galerie d'art de Jiyuk, car le deuxième sous-sol n'était pas le coffre-fort de Jiyuk, mais l'endroit où il cachait ses trésors. Bien que cet incident n'ait rien fait perdre à Jiyuk, il lui a fait perdre la face. Jiyuk a dit à Jiyuk que s'il attrapait Jambet, il devait absolument le lui livrer. Jiyuk, entendant cela, avait l'air grave, mais il ne restait que 10 minutes avant la fin de l'exposition. Jambet apparaîtra-t-il vraiment comme prévu? Comment volera-t-il l'œuf sous les yeux de tous? Au même instant, une voiture suspecte s'est approchée. Tous les policiers sur les lieux ont immédiatement agi, mais ont découvert que la personne qui arrivait n'était qu'un livreur de homards ordinaire. Ce salaud ose se moquer de moi maintenant. Oui, Jambet se moque vraiment de lui. Seulement, le véritable but n'est pas lui. L'œuf de Fabergé a été renvoyé en Russie, et la véritable cible a mordu à l'hameçon. Un bon spectacle est sur le point d'être présenté? Au même moment, le procureur général Cho, avec le soutien de Jiyuk, a annoncé sa démission, se préparant à entrer en politique, à se présenter aux élections législatives, alors que Euna est devenue la nouvelle procureure générale et s'est tenue sur la même ligne de front que le procureur général Cho. Quant à Jiyuk, en raison de ses excellentes performances dans les affaires récentes, il a été introduit par Jiyuk au club de Nansan. Après la réunion, Jiyuk s'est arrêté en chemin à la société commerciale WK dirigée par Sang-do, mais l'a trouvé ronflant bruyamment dans l'entreprise. Jiyuk était à la fois en colère et déçu. Pourquoi ce type ne s'améliorait-il jamais? Il avait fait des concessions à l'autre partie maintes et maintes fois, mais chaque fois qu'il était guéri, il oubliait la douleur. Jiyuk n'a pu s'empêcher de se souvenir de la scène d'il y a un an, lorsqu'il avait retrouvé Sang-do. À ce moment-là, il avait également pensé à reprendre directement Sang-do, mais Sang-do ne savait rien. Il avait aussi un profond ressentiment envers son père. Jiyuk a hésité, pensant qu'il valait mieux garder son fils à ses côtés. Maintenant, tout évoluait dans la direction opposée. Pour se présenter aux élections législatives, le procureur général Cho a invité des journalistes chez lui, dans l'intention de montrer sa vie simple et l'harmonie de sa famille. Au début, tout s'est très bien passé, et grâce à son excellente performance, il a gagné la confiance de tous. Mais à ce moment précis, tous les journalistes présents ont reçu une étrange nouvelle. La sœur cadette d'Euna, Osogia, a directement posé une question concernant les figurines de soldats et de chevaux. Le procureur général Cho était horrifié, mais a tout de même essayé de nier. Au même moment, une épaisse fumée s'est mise à s'échapper sans cesse de l'entrebâillement de la porte du sous-sol. Cho-Yang s'est levé précipitamment pour éteindre le feu et a dit à tout le monde de ne pas le suivre. Mais une si grande nouvelle était juste devant leurs yeux, comment pouvait-il rester immobile? La foule a suivi Cho-Yang et s'est précipitée dans le sous-sol enfumé. Lorsque la fumée épaisse s'est dissipée, les statues de soldats et de chevaux que Cho-Yang avait récemment transférées de la galerie d'art de Jiyuk à sa maison il y a quelques jours sont progressivement apparues sous la lumière du soleil. Euna, informée, a immédiatement appelé l'équipe d'inspection. Des personnes du bureau de gestion des biens culturels et de l'administration fiscale se sont immédiatement rendues sur les lieux et ont emmené Cho-Yang, soupçonné d'avoir enfreint la loi, sur le champ. Jiyuk a rapidement appris l'arrestation de Cho-Yang. Il a soudain tout compris. Il s'est avéré que le but de l'équipe de Jambet, depuis le début, n'était pas l'œuf, mais le procureur général Cho, une tactique de diversion. À ce moment-là, le manager Kim s'est souvenu qu'une semaine auparavant, Sang-do était venu à la galerie d'art et avait copié tous les plans de la galerie. En d'autres termes, il avait probablement conspiré avec Jambet depuis longtemps et l'avait aidé à tendre ce magnifique piège. Jiyuk était furieux d'être trahi par son fils. Il a ordonné au manager Kim d'arrêter immédiatement Sang-do. Lorsque le manager Kim est arrivé à la société commerciale WK, il a découvert que Sang-do avait disparu sans laisser de traces. Pour résoudre rapidement cette affaire, Jiyuk est allé trouver Jiyuk et lui a demandé de trouver un moyen de libérer rapidement l'innocent Cho-Yang. Jiyuk pensait que s'il prouvait que Cho-Yang savait que les statues de soldats et de chevaux étaient fausses mais les avait quand même achetées, il pourrait échapper aux accusations de contrebande de biens culturels. Heureusement, Cho-Yang avait conservé les données enregistrant délibérément un prix bas lors de l'achat des statues de soldats et de chevaux. Cette voie semblait plausible. Au même moment, le bureau des biens culturels a également envoyé les résultats de l'expertise. De manière inattendue, ce lot de statues de soldats et de chevaux était en fait authentique. Cho-Yang a été extrêmement surpris. À ce moment-là, Euna est arrivé avec des preuves, prête à lui porter un coup fatal. Il s'est avéré qu'il était le suspect dans l'affaire du meurtre de Bang Man-kyu il y a 6 ans. Face aux preuves irréfutables, Cho-Yang s'est effondré sur place. Il savait qu'il aurait du mal à s'en sortir cette fois-ci. Après son arrestation, Cho-Yang était extrêmement confus. Il ne comprenait pas comment les statues de soldats et de chevaux qu'il chérissait comme un trésor étaient soudainement devenues des faux. Qui l'avait trompé, après tout? Était-ce Jiyuk, celui qui lui avait présenté les statues de soldats et de chevaux? Ou était-ce Jambet, celui qui les lui avait vendues? Après mûre réflexion, Cho-Yang a estimé que la probabilité que Jiyuk l'ait trompé était plus élevée. Il a alors ressenti une haine profonde envers lui. Mais avait-il encore une chance de renverser la situation? La personne qui l'a vraiment trompé était-elle Jiyuk? En fait, tout n'était qu'un piège tendu par le président Cho, visant Jiyuk. Mais de manière inattendue, Cho-Yang est apparu au milieu de tout cela. La situation complexe a conduit à la conjoncture actuelle. Avec la révélation des statues de soldats et de chevaux, Ko-in s'est souvenu de ce qui s'était passé 6 ans auparavant. Il s'est avéré que Bang Man-kyu, celui qui avait vendu les statues de soldats et de chevaux à Cho-Yang, était le jeune frère de Ko-in. Pendant la transaction, les deux se sont disputés sur le prix. Cho-Yang a accidentellement tué Bang Man-kyu, puis a appelé Jiyuk pour qu'il s'occupe du corps. Et cette scène a été vue par Ko-in, qui était venu chercher son jeune frère.
Alors qu'il était poursuivi par les hommes de Ji-Yuk et qu'il n'avait plus nulle part où aller, il a appelé Jang-bae, qui était sur le point de passer l'examen du barreau. Sans hésiter, il a immédiatement abandonné l'examen pour sauver Ko-in. À cause de cela, Ko-in a toujours ressenti des remords, pensant que c'était à cause de lui que Jang-bae avait renoncé à sa prometteuse carrière de procureur pour devenir un escroc. Il lui a dit que même si être procureur avait été son rêve, après avoir essayé, il avait découvert que la vie selon les règles ne lui convenait pas, et qu'il était très heureux et chanceux d'avoir rencontré ses coéquipiers actuels et d'avoir accompli de grandes choses ensemble. Le père de Jang-bae, Lee Jang-bae, a rencontré son subordonné dans un restaurant. Ce subordonné était le policier Kam qui avait présenté Jang-bae à Euna. Il s'est avéré que tout avait été arrangé par Lee Jang-bae à l'avance. Il ne se désintéressait pas de son fils, ni ne refusait de le voir. C'est juste que cette affaire impliquait trop de problèmes, et que la vie de Jang-bae avait été bouleversée à cause de lui. Il avait trop de remords envers son fils et ne savait pas comment expliquer beaucoup de choses, c'est pourquoi il n'avait jamais osé le revoir. À ce moment-là, Ji-Yuk était furieux de l'arrestation de Cho-Yang pour meurtre. Une phrase du manager qui m'a renforcé ses soupçons. Peu importe à quel point l'escroc était génial, le fait qu'il ait toujours une longueur d'avance sur eux était vraiment déroutant. Ayant dit cela, Ji-Yuk regarda l'échiquier que Jang-bae lui avait délibérément offert, reposant silencieusement sur la table. Il a pris une pièce d'échec et l'a brisée, découvrant qu'elle cachait un dispositif d'écoute. Au même moment, Jang-bae et Ji-Yuk se sont rencontrés en secret. Ji-Yuk a dit à Jang-bae que le succès de l'opération était en grande partie dû à ses efforts. Jang-bae a répondu à Ji-Yuk que tout était en fait grâce à son excellent plan. Qu'est-ce qui se passait? Les deux avaient rompu les liens, pourquoi étaient-ils soudain si proches? Il s'est avéré que tout était un piège qu'ils avaient tendu ensemble. Avant que tous les membres ne se réunissent, ils s'étaient rencontrés. Après analyse, ils ont tous deux estimé qu'il fallait d'abord rétablir Ji-Yuk dans ses fonctions de procureur pour pouvoir agir davantage. Do-chan voulait revoir Jang-bae. En essayant de résoudre le problème, Ji-Yuk a dit de le laisser partir et de vendre Do-chan à Jang-bae. Parce que c'était le seul moyen de tromper Jang-bae. Il faut dire que ce plan était vraiment parfait et très réussi. Seulement, il ne savait pas que, à ce moment-là, à cause de l'affaire du micro, Jang-bae avait commencé à douter de la sincérité de la coopération de Ji-Yuk. Finalement, Euna a découvert toute la vérité, il s'est avéré que tout était un piège monté par Do-chan et Ji-Yuk. Elle était à la fois heureuse et chanceuse. Le supérieur Ji-Yuk, intègre, n'avait pas sacrifié sa propre justice pour un poste. Le malentendu étant enfin résolu, ils auraient dû poursuivre leur action. Mais Ji-Yuk s'est soudainement effondré à cause d'une crise cardiaque. Le médecin l'a examiné et a dit que ce n'était qu'une séquelle de l'accident de voiture. Tant qu'il ne continuerait pas à travailler dur et qu'il se reposait bien, il récupérerait lentement. Tout le monde était inquiet. À ce moment-là, Jang-bae a appelé et a demandé à rencontrer Ji-Yuk immédiatement. Mais le vrai Ji-Yuk était inconscient et incapable de le rencontrer. Pour éviter que Jang-bae ne se méfie, Do-chan est retourné à son ancien métier. Il s'est fait passer pour Ji-Yuk et est allé à la galerie d'art. Jang-bae a regardé Ji-Yuk calmement devant lui, a sorti le dispositif d'écoute trouvé dans la pièce d'échec et lui a directement demandé s'il était au courant. Do-chan a regardé le dispositif d'écoute qu'il avait installé, il n'a pas paniqué du tout. Au lieu de cela, il a lentement sorti un téléphone contenant un dispositif d'écoute similaire. Il s'est avéré que dès que Jang-bae a retiré le dispositif d'écoute de la pièce d'échec, il l'avait remarqué. Quand il a soudainement appelé et exigé de le rencontrer immédiatement, il a d'autant plus soupçonné que Jang-bae voulait sonder quelque chose. Par conséquent, il avait préparé une série de manipulations de Do-chan pour dissiper temporairement les soupçons de Jang-bae. Mais pour prouver que Ji-Yuk était vraiment utile et de son côté, il a donné un nouvel ordre à Ji-Yuk, lui demandant d'enquêter sur Ko-in et de l'éliminer complètement. Do-chan a ramené chez lui la nouvelle mission de Jang-bae, et les trois prisonniers se sont réunis pour discuter de la prochaine stratégie. Ji-Yuk espérait qu'il continuerait à se faire passer pour lui, car il voulait que la série d'événements soit clarifiée par Ji-Yuk lui-même. Mais le vrai Ji-Yuk était à ce moment-là affaibli par les séquelles de l'accident de voiture. Comment quelqu'un qui a du mal à se lever pourrait-il retourner au parquet? Comment pourrait-il infiltrer Jang-bae et ne pas découvrir la véritable identité de l'ours brun? Cette fois, ayant reçu la mission de Ji-Yuk lui-même, Do-chan a de nouveau enfilé la robe de procureur et est devenu un messager de la justice. Cette fois, seules 3 personnes savaient qu'il se faisait passer pour un procureur. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de repas gratuit dans ce monde. Mais quand la nourriture tombe vraiment du ciel, la plupart des gens choisissent quand même de fermer les yeux et de l'accepter. Do-chan, se faisant passer pour Ji-Yuk, s'est rendu au club Namsan pour la réunion. Pendant la réunion, les gens ont demandé, Do-Yang ayant été arrêté, qui pourrait être le nouveau pion. Jang-bae a regardé Ji-Yuk à côté de lui, et tout le monde a pensé que c'était un bon choix. Après la réunion, Do-chan a participé à une petite réunion où Jang-bae n'était pas présent. Au cours de la conversation, il a appris que Ko-in n'avait pas renoncé à sa chance de recommencer. Récemment, il approchait un projet appelé la Porte de l'Enfer. Après une enquête détaillée, Do-chan a appris que la Porte de l'Enfer était un projet de gaz naturel mené par un homme d'affaires nommé Victor Zam. En apparence, cela semblait être un investissement extrêmement rentable, et cela semblait vraiment très attrayant. Mais Do-chan, l'habile stratège, a tout de même décelé quelques problèmes. Il pensait qu'il y avait probablement un génie caché derrière tout cela et que le projet de gaz était un grand piège pour chasser. Au même moment, Jang-bae a cherché l'avocat de Do-Yang pour connaître sa situation récente. Contre toute attente, l'avocat a dit que Do-Yang voulait rompre complètement avec lui. En entendant cela, Jang-bae a toujours demandé à Manager Kim de maquiller sa mort en suicide. Euna a relié plusieurs suicides récents et a trouvé des points suspects. Tout le monde a convenu que ces victimes avaient probablement été éliminées par l'ours brun. Ko-in a même dit que cela ressemblait beaucoup à la manière d'une personne connaissant bien la loi. Le maire Kam a encouragé tout le monde à accélérer l'enquête.
Pour débusquer rapidement le cerveau derrière tout ça, Euna et Do-chan enquêtaient activement. Sous la manipulation de Jambay, la banque K avait été complètement remaniée. Il était devenu le nouveau président du conseil d'administration. Finalement, la banque K, qui était le porte-monnaie de Ko-in, est devenue son propre porte-monnaie. Ayant perdu une chose après l'autre, Ko-in était furieux. Il a décidé de trouver une autre voie, il a pris rendez-vous avec Ji-Yuk. Do-chan s'est fait passer pour Ji-Yuk et s'est rendu au rendez-vous. Ko-in est allé droit au but concernant les 100 milliards de wons disparus de la banque K. En fait, c'était sur ses instructions, mais finalement cet argent n'est pas allé dans sa poche, mais dans celle de Jambay. Do-chan a demandé curieusement, à quoi Ko-in voulait-il ces 100 milliards de wons? Ko-in a dit que c'était pour investir dans le gaz. Il a promis à Do-chan que s'il parvenait à prouver les crimes de Jambay et à le faire arrêter, il lui donnerait beaucoup d'argent. La rencontre de Ji-Yuk avec Ko-in a été vue par manager Kim. Jambay a pensé que c'était une bonne occasion de tester Ji-Yuk. La nuit venue, Do-chan s'est rendu comme convenu à la galerie d'art. Jambay a interrogé de manière inquisitrice, où avait-il déjeuné ce midi? Do-chan n'a pas répondu directement à sa question, se contentant de dire qu'il avait bu de la soupe d'armoise et mangé du poisson cru. Jambay a regardé manager Kim, signalant qu'il pouvait se débarrasser de la personne en face de lui. Au moment où il s'apprêtait à agir, Do-chan a changé de ton, disant qu'il avait déjeuné avec Ko-in dans un restaurant japonais ce midi. Jambay a continué à demander, de quoi les deux ont-ils parlé? Do-chan n'a rien caché, non seulement il a tout raconté sur la proposition de Ko-in de s'allier à lui pour l'éliminer, mais il a aussi dit que s'il avait accepté de coopérer avec Jambay, avant de trouver l'escroc Do-chan, il serait toujours à ses côtés. Jambay a cru les paroles de Do-chan et a demandé si les deux avaient parlé d'autre chose. Do-chan en a profité pour mentionner le projet de gaz suspect et a franchement dit qu'il avait l'intention d'utiliser ce projet pour vaincre Ko-in. Jambay a applaudi, mais en réalité, le projet de gaz de Victor Zam était une escroquerie méticuleusement planifiée depuis 10 ans par Mochon. La raison pour laquelle ils avaient choisi de commencer par Ko-in était qu'ils comprenaient très bien Jambay. Maintenant, Ko-in prêtait attention à cette affaire et était intéressé. Jambay suivrait certainement, voulant sa part, ou peut-être même tout. Do-chan a parlé à Euna de son intention d'utiliser le projet de gaz pour tendre un grand piège, une idée qui concordait par coïncidence avec celle de Mochon. Au cours de la conversation, Do-chan s'est soudainement souvenu qu'Euna avait mentionné un vieil homme vendant du pop-corn au coin de la rue qui avait un talent de discoureur comparable au sien, et il s'est renseigné à son sujet. Quand il a appris que l'oncle qui vendait du pop-corn avait aussi un bras prothétique, il a proposé de se retrouver ce soir-là au magasin de poulet frit d'Euna. Mais quand il est passé par le coin de la rue, il a découvert que le stand de pop-corn avait changé de propriétaire. Après une analyse minutieuse, Do-chan soupçonnait encore plus que le projet de gaz était une fraude majeure. Mais comment le prouver, car avant la fin de l'escroquerie, il était extrêmement difficile de trouver des preuves. Do-chan s'est soudainement souvenu que Victor Zam avait 2 nationalités lorsqu'il est entré avec un passeport russe. Il était très ostentatoire et bruyant, mais s'il était vraiment venu pour frauder, il aurait sûrement utilisé un passeport turkmène pour entrer auparavant, puis a collecté des informations utiles pour clarifier cela plus rapidement. Do-chan a demandé à Ko-in et Euna de se faire passer pour des employés de chambre, de copier secrètement les données de l'ordinateur de Victor Zam, et a découvert des photos de Ko-in et Jambay, dont la date était 10 jours avant son entrée publique. Cela signifiait que ce projet de gaz hautement rentable était en fait une escroquerie majeure, et qu'ils avaient également l'intention de profiter de cette escroquerie pour tendre un piège encore plus grand. Premièrement, Do-chan a utilisé son identité de procureur pour permettre à Jambay de rencontrer le consul du Turkménistan afin d'accroître la crédibilité du projet. Ensuite, pour que Ko-in se fasse passer pour un invité de marque du Turkménistan et que les journalistes viennent semer le trouble dans l'opinion publique. Finalement, lorsque la nouvelle a été publiée, le projet de gaz est devenu très populaire. Ko-in, craignant que le projet ne lui soit volé, a accéléré les négociations. Comme on dit, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Quand Jambay a su que Ko-in voulait accélérer les négociations, il a sûrement cherché à voler et à monopoliser cette manne. Sous l'arrangement de Do-chan, Jambay s'est rapidement rendu auprès de Victor Zam et lui a dit qu'il donnerait à l'autre partie plus de commissions, espérant seulement obtenir les droits de coopération pour le projet de gaz. Or, Victor Zam, imperturbable, a directement rejeté l'offre de Jambay, qui est parti abattu. Mais le fait d'avoir été rejeté par Victor Zam l'a rendu encore plus déterminé, Jambay devait absolument obtenir le projet de gaz. De retour à la galerie d'art, il s'apprêtait à poursuivre l'étude des documents du projet de gaz. À ce moment précis, Lee Jang-bae est revenu, l'air pitoyable. Finalement, Jambay n'a pas pu se résoudre à l'abandonner, même s'il avait collaboré avec Do-chan pour le trahir, Jambay voulait lui donner une autre chance, qui sait si Lee Jang-bae pourrait réellement se racheter. Au même moment, Do-chan, muni de documents d'enquête liés à Victor Zam, s'est rendu à son domicile et l'a interrogé, demandant qui était le véritable cerveau derrière le plan. À ce moment, Mochon est lentement sorti de derrière la porte. Il a fait semblant de ne pas reconnaître Do-chan, et l'a invité à collaborer avec lui pour mener à bien l'escroquerie à l'investissement dans le gaz, et a dit qu'après le succès, il révélerait toutes les raisons de son anonymat pendant plus de 20 ans. Bien que Do-chan soit plein de questions, il a tout de même joué cette pièce de théâtre avec son père. Il est retourné travailler au parquet le cœur lourd, et quand Euna lui a demandé si Victor Zam avait des problèmes, il a délibérément dit qu'il s'était trompé, que Victor Zam était en fait un homme d'affaires intègre. Euna a semblé méfiante, et pour dissiper ses doutes, Do-chan a délibérément ajouté « Si les affaires de Victor Zam étaient réelles, autant en profiter pour attraper Jambay d'un seul coup ». Après tout, le montant nécessaire pour participer à ce projet était astronomique, et même si Jambay avait gagné beaucoup d'argent avec le pavot, il était encore loin d'avoir assez pour investir dans le projet de gaz.
En d'autres termes, Jambet allait certainement rassembler tous ses biens dispersés en un seul endroit, mais de cette façon, les actifs des comptes illégaux seraient entièrement révélés, et quand l'argent serait rassemblé, ce serait le moment d'arrêter les gens et de saisir les preuves. Mais Jambet tomberait-il facilement dans le piège? Dès qu'il a fini de parler, Jambet a appelé. Il a fait venir Ji-Yuk à la galerie d'art et a directement demandé à la personne devant lui s'il était vraiment Ji-Yuk. À ce moment précis, Do-chan, se faisant passer pour Ji-Yuk, a appelé. Jambet n'a plus harcelé Ji-Yuk en personne, mais a plutôt envoyé la voix des deux à l'Institut de recherche acoustique pour vérification. De là, il a été confirmé que Ji-Yuk et Do-chan collaboraient bien pour le tromper. Mais Jambet n'a pas démasqué Do-chan tout de suite, il l'a plutôt appelé, disant qu'il devait absolument participer au projet de gaz, et lui a dit d'amener Victor Jam à la galerie d'art à tout prix. Do-chan, ayant reçu la nouvelle mission, est immédiatement allé voir Mochon pour discuter de la manière de gérer la situation. Mochon a dit d'abord d'accepter sa demande. Le lendemain, Victor Jam est venu à la galerie d'art, Jambet a exprimé son intention d'investir, mais l'autre partie a dit que s'il voulait participer maintenant, il devait débourser 200 milliards de wons, pour avoir une excuse pour traiter avec le président Cohen. Jambet a immédiatement accepté, mais Victor Jam a dit qu'il fallait utiliser des obligations anonymes. Jambet était un peu en colère, était-ce une excuse pour refuser? Victor Jam n'a pas tenu compte de ses paroles, il a juste dit que s'il n'était pas d'accord, la transaction serait considérée comme un échec. Jambet, voyant cela, a immédiatement cédé, les deux parties se sont donné rendez-vous 2 semaines plus tard pour effectuer la transaction. Victor Jam est parti immédiatement après. Après que Cohen ait appris cela, il s'est évanoui de rage. Après avoir réussi à mettre en relation Victor Jam et Jambet, Do-chan est retourné au petit bar pour rencontrer son père. Bien que les deux pères et fils ne se soient pas reconnus directement, chaque mot cachait des souvenirs passés. Cela se mêlait aussi à la haine envers Jambet. Do-chan a demandé à Mochon pourquoi sa main gauche était dans cet état. Il n'a pas dit directement que c'était à cause de Jambet, mais a seulement dit que c'était un avertissement. En fin de compte, les escrocs n'auront pas une bonne fin. Et c'était aussi l'avertissement qu'il voulait envoyer à son fils. Do-chan, après avoir écouté, semblait pensif. Quand une chose se déroule trop facilement, elle cache souvent des astuces à l'intérieur. Et ces astuces peuvent entraîner des conséquences extrêmement mortelles. Do-chan et Euna ont discuté de l'affaire de Jambet. Le fait que l'adversaire soit tombé dans le piège si facilement a rendu Do-chan méfiant. La police a immédiatement mené une enquête plus approfondie et a découvert que les actifs légaux au nom de Jambet n'étaient que d'environ 2 milliards de wons, soit 100 fois moins que les 200 milliards. Pour rassembler suffisamment d'argent, Jambet devrait révéler tous les comptes secrets bien cachés. Ce qu'il devait faire à ce moment-là, c'était de traquer tous ses comptes. Le premier était la caisse d'épargne la plus facile à recevoir de l'argent. Ensuite, les actifs et les biens immobiliers au nom d'autres personnes. Enfin, les actions qui pouvaient être vendues rapidement. Le procureur et la bande de fraudeurs ont agi ensemble, coopérant à l'enquête, en un rien de temps. Ils ont identifié les points clés sur lesquels se concentrer. Maintenant, il suffisait de confirmer si le marché obligataire avait une transaction de 200 milliards. Tout semblait se dérouler sans accroc. Mais Euna a trouvé l'attitude de Do-chan un peu suspecte. Elle a demandé à Secretary Min de surveiller et d'enquêter sur Do-CHN. Grâce à cela, elles ont découvert la relation entre Do-chan et Mochon. À ce moment-là, Mochon est allé à l'hôpital rendre visite à Cohen, qui le considérait comme un ennemi. Il lui a raconté toute la vérité. Il s'est avéré que Jambet avait déjà une femme et des enfants, mais pour s'emparer des biens de Cohen et atteindre une position plus élevée, il a épousé sa fille. Mais il n'y a pas de mur sans fuite. Finalement, ce que Jambet cachait a été découvert par sa fille, et elle n'a pas pu échapper au destin d'être assassinée par lui. Cohen n'a pas osé croire les paroles de Mochon. Il a dû sortir la bague qu'il avait prise à Jambet comme preuve. Au même moment, Jambet a appelé Do-chan, lui rappelant que demain était le jour de la signature du contrat, et lui demandant d'être absolument présent. À ce moment-là, quelques personnes ouvriront du champagne ensemble pour célébrer. Do-chan a trouvé cela étrange, mais a simplement accepté. Euna et Do-chan ont confirmé le plan pour demain une fois de plus. Jambet et Victor Jam se rencontreront d'abord dans la suite de l'hôtel. Une partie remettra l'argent, l'autre signera le contrat. Quand Jambet apposera sa signature, Euna conduira les procureurs à faire irruption dans la pièce et à l'arrêter sur le champ. Tout se passera en douceur. Jambet sera arrêté, les obligations seront transférées au trésor public. Le plan est presque parfait. Après avoir reconfirmé le plan avec Euna, Do-chan s'est rendu à la suite de l'hôtel pour rencontrer son père. Il a dit que pour que le plan soit complet et pour assurer la sécurité de Victor Jam, il serait également arrêté. Tout le monde attendait avec impatience demain. Finalement, le jour de la transaction est arrivé. Mais Lee Jang-bae a envoyé un message de détresse à la bande d'escrocs. Lorsque les trois se sont précipités à l'hôpital désigné, il s'est avéré que c'était un piège que Jambet et Lee Jang-bae avaient tendu ensemble. Jambet avait l'intention de tous les attraper en une seule fois. À ce moment-là, Euna a également réalisé que bien que Jambet ait vendu des biens immobiliers, les flux de trésorerie n'avaient montré aucun signe de sortie. En d'autres termes, il n'avait vu que le début mais aucun résultat substantiel. Que se passait-il? Immédiatement, toute l'équipe a commencé à enquêter plus en détail. Mais le résultat les a énormément surpris. Jambet avait bel et bien rassemblé l'argent en un seul endroit. Mais le titulaire du compte était un inconnu nommé Simon. Quant à la personne qui avait converti 200 milliards en obligations anonymes, elle n'existait pas. En d'autres termes, Jambet n'avait pas apporté d'argent pour signer le contrat. Cette signature n'était qu'un piège. Euna a immédiatement appelé Do-CHN mais à ce moment-là, lui et Victor Jam étaient déjà arrivés au port d'Incheon. Le lieu de la signature que Jambet avait soudainement demandé de changer. Plusieurs personnes étaient assises face à face autour d'une table carrée.
Le contrat n'était pas encore signé que Jambet a sorti le champagne. Do-chan a trouvé cela étrange, mais dans cette situation incertaine, il n'a pas osé agir à la hâte, jusqu'à ce que Jambet appelle directement Do-chan par son nom. Do-chan a alors réalisé que Jambet savait tout. Et quand la coupe de champagne s'est brisée, une foule d'hommes de main a déferlé des quatre coins. Tous deux sont tombés dans le piège de l'adversaire. Mais le procureur n'a pas pu arriver à temps. Seul contre tous, c'était vraiment impossible. Comment pouvait-il se sauver? Au moment critique, Mochon est arrivé au volant d'une excavatrice. Il a utilisé le godet géant pour protéger Do-chan, mais lui-même a été impitoyablement frappé par les hommes de main de Jambet. Cette fois, il ne pouvait plus utiliser sa feinte de mort pour s'échapper. Pendant ce temps, Do-chan ne pouvait qu'écouter impuissant les cris de son père. Quand le groupe de procureurs est arrivé en hâte, il était trop tard pour sauver quoi que ce soit. Finalement, père et fils se sont reconnus, mais ce fut leur dernière rencontre. Do-chan n'a pas supporté le choc de perdre son père une fois de plus. Il s'est précipité en colère devant Jambet, regardant le jeune homme dominé par la fureur. Jambet a dit calmement que lorsqu'il était détective, lui et Mochon étaient partenaires. Ils avaient tout accompli ensemble. Mais à un certain moment, son père est devenu un obstacle pour lui. Cela le dérangeait tellement qu'il devait éliminer l'autre partie. Ayant dit cela, il a jeté la main prothétique de Mochon par terre. Puis, il s'est avancé devant Do-chan et a continué à le provoquer avec des mots. Do-chan n'a pas pu retenir sa colère et a poussé Jambet à terre. Au même moment, Jambet a heurté la clôture en fer à côté. Voyant Jambet immobile, Do-chan s'est enfui paniqué. Cette scène a été accidentellement vue par manager Kim. Jambet a été rapidement emmené à l'hôpital. Mais tout n'était qu'un piège. Jambet n'avait pas été blessé du tout. Il a ordonné à manager Kim d'écrire immédiatement un article, disant que Victor Jam et Mochon s'étaient massacrés mutuellement à mort pour se partager l'argent. Et que l'escroc Do-chan, ne connaissant pas la vérité, pensait qu'il jouait un tour. Il a donc attaqué Jambet la nuit, l'a délibérément blessé et s'est enfui. Tout s'est rapidement déroulé selon le scénario de Jambet. La nouvelle a été publiée, et tout le monde a cru que Jambet perdait trop de sang. Évanoui, Do-chan était naturellement recherché par le parquet, avec les accusations, notamment de tentatives de meurtre et d'usurpation d'identité. Le procureur Im a également vu les nouvelles. Elle a commencé à se demander si Ji-Yuk qu'elle avait rencontré auparavant n'était pas un imposteur. Mais le chef de département Koin a immédiatement rejeté cette possibilité. Il a estimé que l'autre partie ne pouvait pas être aussi audacieuse. De plus, même s'il parvenait à tromper d'autres personnes, il ne pourrait certainement pas le duper. À ce moment-là, le directeur du parquet a reçu des instructions. Elle a appelé Lee Jang-bae, lui demandant d'enquêter si le ministre Kam et Euna savaient que Do-chan se faisait passer pour Ji-Yuk. Si oui, étaient-ils des complices? Lee Jang-bae a rapidement commencé son enquête. Lors de son interrogatoire, Euna a fermement affirmé que Do-chan s'était peut-être fait passer pour Ji-Yuk pour approcher Jang-bae et l'inciter à investir. Mais la personne avec qui elle avait travaillé du début à la fin était toujours le vrai Ji-Yuk. Lorsque le vrai Ji-Yuk a appris toute l'affaire, il n'a pu que s'empresser d'appeler le médecin, lui demandant de lui faire une injection. Puis il s'est efforcé de se rendre au parquet. Face aux questions du procureur en chef, Ji-Yuk a affirmé que la personne qui travaillait au parquet du début à la fin était lui-même. C'est seulement parce que Do-chan lui ressemblait qu'il a osé commettre une fraude à l'extérieur, et maintenant il est même soupçonné d'agression. Il a juré de ramener Do-chan pour qu'il soit jugé. Au même moment, Jambet a finalement rendu public la nouvelle de son réveil. Ji-Yuk est allé à l'hôpital et a vu que Jambet était en parfaite santé. Il lui a dit qu'il arrêterait Do-chan de ses propres mains, et qu'après l'avoir arrêté, il l'interrogerait personnellement. Jambet a ri avec dédain en entendant cela. Il a menacé Ji-Yuk avec la sécurité d'Euna. Ji-Yuk a serré les dents de colère, mais n'avait aucun moyen d'agir. À ce moment-là, Euna a appris que Do-chan était recherché parce qu'il était tombé dans le piège de Jambet, et sa haine s'est accumulée. Elle n'a pas pu contenir sa colère, s'est précipitée à l'hôpital et a arrêté Jambet pour des crimes liés à la mort de Mochon. Jambet n'a pas résisté, mais a averti que s'il n'y avait pas de preuves, il ne laisserait pas passer l'incident d'aujourd'hui. L'excellent acteur Jambet a immédiatement enfilé son costume de scène, entrant rapidement dans son rôle, a suivi Euna au parquet. Euna l'a interrogé sévèrement, mais Jambet a agi avec une extrême prudence, ne laissant aucune trace suspecte pouvant servir de preuve. À ce moment précis, le procureur en chef a ordonné de libérer Jambet immédiatement. L'interrogatoire a dû se terminer en vain, mais Euna n'a pas abandonné. Elle a juré qu'un jour, elle ramènerait Jambet ici. Jambet a gardé une attitude méprisante, mais une fois de retour à l'hôpital, il est entré dans une rage folle, jurant d'attraper Do-chan et de révéler la collaboration secrète des trois. Ainsi, ces obstacles seraient tous pris d'un seul coup. La nuit tombée, Euna s'est rendue au petit bar pour rencontrer l'inspecteur Kam. Elle a appris qu'il connaissait Mochon depuis longtemps, et que toutes les informations sur Do-chan jusqu'à présent avaient été fournies par l'inspecteur Kam. Mais Euna était curieuse, si Mochon savait que Do-chan était son fils, pourquoi refusait-il de se montrer et de le reconnaître? L'inspecteur Kam a dit franchement que c'était parce que Mochon n'avait pas le courage d'affronter son fils. Il avait prévu qu'après avoir réussi à se venger de Jambet, il laisserait tout tomber et rencontrerait Do-chan, mais la vie n'est pas comme on le souhaite, des imprévus surviennent toujours en un clin d'œil. Il n'a plus eu l'occasion de rattraper le temps perdu avec son fils, et celui qui a causé toute cette tragédie, Jambet, jubilait à ce moment-là parce que Mochon était enfin mort. À partir de maintenant, personne ne connaîtrait plus l'histoire d'il y a 20 ans, mais l'homme propose et Dieu dispose. Il ignorait que Mochon avait raconté la vérité d'il y a 20 ans à Koin. À ce moment-là, Koin est allé trouver Lee Jang-bae et lui a demandé s'il savait qui étaient ses parents.
Bien sûr, Lee Jong-bae ne savait pas qu'Oin lui a donné une photo, sur laquelle on voyait Lee Jong-bae enfant avec sa mère, et à côté d'eux, un jeune Jong-bae. Lee Jong-bae n'a pas compris le sens de la photo, qu'Oin a dit que cet homme était son père. Lee Jong-bae a eu du mal à le croire, mais voyant l'expression sérieuse de l'autre partie, il a finalement compris que tout était vrai. Jong-bae était celui qui avait abandonné sa mère et lui quand sa mère était gravement malade, puis avait épousé la fille d'une famille puissante. C'était le père qui l'avait haï pendant tant d'années. Lee Jong-bae, hébété, est parti avec la photo. Il allait devenir une bombe à retardement aux côtés de Jong-bae. Lee Jong-bae a raconté cela à son fidèle subordonné, et a décidé à partir de ce moment de cacher ses émotions, de faire semblant, de travailler dur et d'être reconnaissant envers Jong-bae, jusqu'à ce qu'il puisse personnellement se débarrasser de l'adversaire. La santé de Ji-Yuk déclinait. Pour pouvoir s'occuper de Jong-bae avant qu'il ne lui arrive quelque chose, il est allé voir le ministre Kang et lui a dit qu'il devait rapidement arrêter Do-chan et le faire exécuter. Sinon, lui, Euna et Ji-Yuk lui-même seraient tous considérés comme des complices de Do-chan à ce moment-là. Do-chan a vu la nouvelle que Jong-bae était toujours en vie. Il a compris que tout n'était qu'un piège tendu par l'adversaire. Il a utilisé une ruse pour distraire les hommes de main de Jong-bae et a réussi à rencontrer Euna. Il lui a dit que si Jong-bae l'accusait déjà de tentative de meurtre, autant faire en sorte que l'accusation soit vraie. Bien sûr, Euna s'y est farouchement opposé, mais Do-chan a dit que les règles du jeu seraient décidées par lui. Après s'être séparé d'Euna, Do-chan a retrouvé le groupe d'escrocs, se préparant à relancer le plan. Abonnez-vous à la chaîne pour soutenir la chaîne de Jong-bae et abonnez-vous à la chaîne de Jong-bae pour soutenir la chaîne de Jong-bae. Abonnez-vous à la chaîne pour soutenir la chaîne de Jong-bae, 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 pour soutenir la chaîne de Jong-bae. Jong-bae a ordonné de trouver le cerveau derrière cette affaire, mais à peine eut-il fini de parler que Coin a appelé, disant que s'il voulait récupérer l'argent, il devait remettre les livres de compte. Coin a donné rendez-vous à Jong-bae une heure plus tard à la villa d'il y a 20 ans. Jong-bae n'avait pas le choix et a dû se rendre au point de rendez-vous, mais une fois arrivé à la villa, il a découvert que la personne qu'il avait invité n'était pas Coin, mais Do-chan, celui qu'il cherchait depuis si longtemps. Les ennemis se rencontrent, les yeux rouges, et sans dire grand-chose, ils se sont jetés l'un sur l'autre. Rapidement, Do-chan a pris le dessus. Pourtant, Jong-bae croyait toujours que l'autre partie n'oserait pas vraiment le tuer, jusqu'à ce que Do-chan appuie sur son cou de la même manière que Jong-bae l'avait fait avec son père. Voyant que Do-chan voulait vraiment l'éliminer, Jong-bae n'a pu que supplier pour sa vie. Mais à ce moment-là, Do-chan était submergé par la rage. Au moment critique, Euna est arrivé avec des hommes, et tout le monde a uni ses forces pour tirer Do-chan. Jong-bae, chanceux d'avoir échappé à la mort, était étendu sur le sol, riant comme un fou. Il savait que cette fois Do-chan ne pourrait certainement pas s'échapper. Après avoir ramené Do-chan au parquet, Euna s'est souvenu de ce qu'il lui avait dit auparavant, puis a laissé Euna l'arrêter pour tentative de meurtre. Tout faisait partie du plan de Do-chan, le but étant de dissiper tout soupçon envers Euna et Ji-Yuk, car c'est seulement s'il continuait à travailler au parquet que Jong-bae pourrait être arrêté. L'interrogatoire officiel a commencé. Ji-Yuk a fait semblant de n'avoir jamais rencontré Do-chan. Les deux ont habilement éliminé tout lien avec le ministre Kang, Euna et Ji-Yuk lui-même. Interrogé sur l'affaire Jong-bae, Ji-Yuk afin d'être irrité par Do-chan, profitant de l'occasion pour faire sortir Coin, éteindre la caméra et verrouiller la porte de la salle d'interrogatoire de l'intérieur. Une fois cela fait, Ji-Yuk a dit sérieusement à Do-chan que si un seul d'entre eux devait vivre, ce devait être Ji-Yuk. Il a dit à Do-chan qu'il était maintenant un criminel pour tentative de meurtre, et qu'il devrait au moins passer 1 ou 2 ans en prison. Il n'avait aucune chance de gagner ce jeu avec Jong-bae, alors Ji-Yuk voulait prendre la place de Do-chan, car son cœur avait été gravement endommagé après l'accident. Il ne savait pas combien de temps il lui restait à vivre, alors il espérait que Do-chan pourrait continuer à vivre pour lui. Bien sûr, Do-chan n'était pas d'accord, mais Ji-Yuk était étrangement déterminé. À ce moment précis, Euna est arrivée en courant et a demandé ce qu'ils s'étaient dit en secret. À ce moment-là, les deux ont de nouveau gardé le silence avec une entente tacite. Finalement, Ji-Yuk ordonna la détention provisoire de Jong-bae et prépara l'acte d'accusation, quand Coin apprit que Jong-bae avait été arrêté et ferait face à une peine d'au moins 1 à 2 ans, pouvant aller jusqu'à 10 ans. Il déclara qu'il ne fallait à aucun prix laisser Jong-bae survivre. Mais pour l'heure, il y avait une affaire plus importante à régler. Jong-bae et les procureurs étaient au courant des 200 milliards de wons, ils devaient donc rapidement blanchir cet argent. Coin convoqua son équipe d'avocats. Les avocats proposèrent de blanchir rapidement l'argent dans le pays, puis de le récupérer, mais pour transférer des fonds depuis des comptes étrangers, un motif légitime était nécessaire. Les avocats suggérèrent d'ouvrir une société de commerce, vendant des voitures de luxe et des antiquités étrangères. Mais pour ce faire, la partie étrangère avait besoin d'un avocat international. Coin trouva ce plan faisable, mais pas besoin d'ouvrir une nouvelle société. Il en avait déjà une, le plan fut donc arrêté. Coin se rendit à la société de commerce de Sangdu, confiant à son fils la responsabilité de l'achat et de la vente de voitures de luxe et d'antiquités. Quant à Ji-Yuk, il vivait alors plutôt confortablement en détention provisoire. Au début, les détenus avec lui le méprisaient. Mais Ji-Yuk, avec sa connaissance approfondie du droit et son esprit créatif, en quelques mots seulement les aida à trouver des moyens de réduire leur peine. Les détenus de sa cellule l'ont immédiatement reconnu comme leur chef. Peu de temps après, les complices de l'escroquerie sont venus rendre visite à Ji-Yuk à la prison. Ji-Yuk a tout de suite compris que l'autre partie se préparait à blanchir de l'argent. Et pour blanchir de l'argent, il fallait absolument une société de commerce et un avocat international compétent. Sur la base de ces informations, Ji-Yuk a commencé un nouveau plan. Cette opération s'appelait le Grand Transfert.
Pour se démarquer de la foule, en plus d'avoir une excellente force personnelle, il fallait parfois un peu de différence. D'abord, Inte s'est fait passer pour un avocat dans un cabinet d'avocats avec lequel le manager Kim avait eu des contacts. Il devait profiter de la pause déjeuner pour décorer méticuleusement le cabinet d'avocats. Ensuite, Euna intervint, trouvant un moyen de faire arriver le vrai avocat avec 30 minutes de retard au rendez-vous du manager Kim. Au même moment, Ko-in devait négocier avec le manager Kim, en essayant d'augmenter les frais de dossier de 20%. Si, lorsque le vrai avocat revenait, Ko-in était toujours en train de finaliser avec le manager Kim, Bong Jio continuerait à retenir l'avocat une fois de plus. Tout se déroula à merveille. Ko-in réussit à gagner la confiance du manager Kim. Il dit qu'il y réfléchirait et le recontacterait plus tard. Au même moment, Aja arriva également au centre de détention pour rencontrer Ji-Yuk. Ji-Yuk lui dit qu'avant de mourir, Mochon lui avait révélé la véritable identité de Simon Woo, qui était Seung-du. En entendant ce nom, Aja fut stupéfaite. Elle ne comprenait pas pourquoi Ko-in avait soudainement transféré une somme aussi importante à Seung-du. Ji-Yuk répondit que Seung-du était le fils de Ko-in. Finalement, ce fils autrefois cruellement abandonné deviendrait sa faiblesse. Ji-Yuk dit à Aja d'utiliser l'excuse que Seung-du avait 200 milliards d'actifs à l'étranger pour l'arrêter. Ainsi, il serait en conflit interne en découvrant l'existence de ce compte étranger. Seung-du fut extrêmement surpris. Aja ajouta que ce compte à l'étranger contenait 200 milliards. Au même moment, Ko-in apprit que l'accusation avait convoqué Seung-du. Il ordonna au manager Kim de contacter immédiatement le procureur en chef, puis d'aller chercher Seung-du. Après avoir rencontré Seung-du, le manager Kim demanda pourquoi il avait été convoqué. Seung-du dit qu'il ne connaissait pas la situation. Le procureur a seulement dit qu'il avait ouvert un compte à l'étranger sous le nom de Simon Woo et qu'il y avait 200 milliards dedans. En entendant les 200 milliards, le manager Kim comprit immédiatement. Il commença à se taire. Après avoir ramené Seung-du, Ko-in demanda l'avancement du blanchiment d'argent. Le manager Kim dit qu'il avait rencontré de nombreux avocats internationaux. L'un d'eux était plus compétent mais demandait des honoraires trop élevés. En entendant cela, Ko-in dit que cette petite somme d'argent ne valait pas la peine de s'inquiéter. Le plus important était de gérer la grosse somme d'argent. Après avoir reçu l'ordre, le manager Kim a immédiatement appelé l'avocat que Ko-in jouait. Finalement, tout a progressé jusqu'à cette étape. Ji-Yuk s'est rendu à la galerie d'art de Ko-in et a informé l'autre partie. C'est Ko-in qui avait ordonné au manager Kim de provoquer l'accident de voiture qu'il avait eu. De plus, Ko-in avait également rapporté ce plan à Jung-Pyo. Par coïncidence, cette conversation avait été enregistrée par l'appareil d'enregistrement que Jung-Pyo avait activé. Maintenant, Ji-Yuk détenait l'enregistrement qui pouvait envoyer Ko-in en prison. Ji-Yuk a dit qu'il ne savait toujours pas. Où le fichier audio était-il finalement stocké, il n'aurait sûrement pas pu être apporté à la prison. Après avoir appris cela, Ko-in est immédiatement allé voir Jung-Pyo pour lui poser des questions à ce sujet. À ce moment-là, Jung-Pyo avait déjà contacté Ji-Yuk, il admit donc qu'il avait bien donné l'enregistrement à Ji-Yuk. Les deux hommes se disputèrent violemment, Jung-Pyo déclarant que pour renverser Ko-in, qu'il s'agisse de Ji-Yuk ou de Ji-Yuk, il coopérerait avec eux. En entendant cela, Ko-in ne put retenir sa colère. Il dit à Jung-Pyo de ne pas le blâmer, de ne pas faire preuve de pitié. Au même moment, Ji-Yuk convoqua de nouveau Ji-Yuk et lui fit part de son plan. Il s'avéra que Ji-Yuk n'avait aucun enregistrement prouvant la culpabilité de Ko-in. Tout cela n'était qu'un piège qu'il avait tendu, dans le but d'aider Ji-Yuk à s'échapper de prison. Ji-Yuk dit à Ji-Yuk que s'il était transféré à l'hôpital en dehors de la prison pour traitement, il pourrait s'échapper pendant le transport. Il est certain que cette nouvelle parviendra à Ko-in, qui enverra quelqu'un pour le traquer. Finalement, Ji-Yuk sera capturé par les subordonnés de Ko-in, puis facilement éliminé. Mais la personne éliminée à la dernière minute ne sera pas le vrai Ji-Yuk, mais Ji-Yuk qui aura changé d'identité pour se sacrifier à sa place dans l'ambulance. Il s'avère que le point central du plan de Ji-Yuk n'était pas d'aider Ji-Yuk à s'échapper de prison, mais de leur faire échanger complètement leur rôle. Cette fois, Ji-Yuk ne refusa plus, le plan se déroula sans accroc. Il fut emmené à l'hôpital en dehors de la prison pour traitement, et réussit à s'échapper en chemin. Ko-in tomba également dans le piège, il ordonna au manager Kim d'éliminer Ji-Yuk à tout prix. Est-ce que le vrai Ji-Yuk va bientôt mourir? Heureusement, au moment critique, Ko-in a amené des gens, sauvé Ji-Yuk qui se faisait passer pour Ji-Yuk et l'a emmené à l'hôpital. C'était le plan de Ji-Yuk, il savait qu'une personne aussi têtue que Ji-Yuk s'en tiendrait au plan initial, alors il a fait semblant d'être d'accord pour que Ji-Yuk baisse sa garde. Ji-Yuk a dit à Ko-in de suivre l'ambulance transportant Ji-Yuk, c'est pourquoi il a pu le sauver à temps au moment important. Le manager Kim, qui avait laissé Ji-Yuk s'échapper, a été sévèrement réprimandé par Ko-in. Se souvenant des événements passés, il s'est senti utilisé et a eu l'idée de trahir. La vidéo que Ko-in lui avait demandé de détruire serait sa carte maîtresse. Au même moment, Ji-Yuk se fit de nouveau passer pour Ji-Yuk et se rendit au bureau du procureur. Mais cette fois, seul le manager Kim, impliqué dans l'action, connaissait la vérité. Inquiète pour Ji-Yuk, Aja demanda à Ji-Yuk s'il avait des nouvelles de lui. En entendant cela, Ji-Yuk lui demanda spontanément si elle s'en souciait vraiment. Aja, sans trop réfléchir, répondit sincèrement qu'elle trouvait la vie de Ji-Yuk trop malheureuse et qu'elle en était un peu attristée. Après leur conversation, un email de dénonciation anonyme fut envoyé à la boîte de réception de Ji-Yuk. Le contenu de cet email était la vidéo du manager Kim s'en prenant à Ji-Yuk. Après avoir reçu la vidéo de dénonciation anonyme, Aja et Ji-Yuk se rendirent immédiatement à la galerie d'art de Ko-in, arrêtant le manager Kim sous l'accusation de suspicion d'abus de pouvoir. Le manager Kim regarda Ko-in, espérant qu'il l'aiderait à s'en sortir. Contre toute attente, l'autre partie rejeta toute la responsabilité sur lui et nia tout. Après l'arrestation du manager Kim, Ko-in entra dans une colère noire. Il comprit alors que Ji-Yuk ne s'était pas évadé mais avait tendu un piège pour attraper le manager Kim.
Il appela immédiatement le service administratif, ordonnant de détruire tous les dossiers du manager Kim et demanda au service de sécurité d'effacer toutes les vidéos d'entrée et de sortie de la galerie d'art des caméras du mois. À ce moment-là, Aja interrogeait le manager Kim. Elle voulait qu'il reconnaisse que tous les crimes passés avaient été commis sur ordre de Ko-in. Mais peut-être par peur de Ko-in ou toujours dans l'espoir que Ko-in le sauve. Quelle que soit la façon dont Aja interrogeait le manager Kim, il refusait de parler. Cela rendait Aja et Ji-Yuk impuissants. Les deux durent réorganiser les affaires concernant Ko-in, espérant trouver des indices. Après une discussion, ils décidèrent d'utiliser l'affaire la plus facile à prouver comme point de rupture. Ils commencèrent l'enquête à l'envers avant de quitter le parquet. Ji-Yuk rencontra le manager Go, il se rappela la raison pour laquelle l'autre partie participait également. Il s'avéra que Ji-Yuk avait appelé le manager Go à la prison, et lui avait également fait savoir que Ji-Yuk allait le remplacer. Il espérait que le manager Go les aiderait à accomplir le plan qu'il avait mis en place. Ainsi, tout le monde serait en sécurité. Après réflexion, le manager Go trouva que ce que Ji-Yuk faisait était tout à fait juste, et accepta donc de l'aider. C'est pourquoi le manager Go connaissait aussi sa véritable identité, mais le manager Go dit qu'il était très stupide. Il savait seulement que la personne en face de lui était le vrai procureur Ji-Yuk. Après avoir dit cela, les deux hommes se sont souri, sans avoir besoin d'en dire plus. Après avoir dit au revoir au manager Go, Ji-Yuk est retourné à la base secrète, l'équipe d'escrocs lui a demandé. Le manager Kim a-t-il tout avoué? Ji-Yuk a dit pas encore, mais pas besoin de s'inquiéter, Aja s'en chargerait. Quant à eux, ils avaient une autre mission, trouver Sang-do et l'arrêter. Ils ont intentionnellement menacé, séduit, Sang-do a immédiatement demandé grâce. Mais en réalité, même sans cela, Sang-do serait venu les voir de lui-même. C'est simplement qu'il avait pris la décision de faire descendre Ko-in en enfer pour qu'il expie ses fautes auprès de sa mère défunte. Au même moment, Ko-in rencontra en privé le procureur en chef Kyung-gi. Il dit que Ji-Yuk s'était évadé avec succès parce qu'il avait été aidé par Ji-Yuk et Aja. Le procureur en chef devait ordonner à l'inspection secrète d'enquêter sur eux. Qui sait, il pourrait y avoir des preuves qu'ils étaient derrière la falsification du procureur. Si l'enquête aboutissait, que faire? Ko-in dit que si l'enquête révélait que tout était lié à ces deux personnes, alors il suffirait de les accuser de complicité, et ils pourraient s'échapper sans problème. Après avoir pris congé de Ko-in, Kyung-gi a immédiatement ordonné au service d'inspection d'enquêter. L'enquête a rapidement commencé, et Aja a de nouveau interrogé le manager Kim. Mais face à des preuves irréfutables, le manager Kim est resté silencieux. Au même moment, Ko-in a appelé Sang-du, lui a dit d'aller voir le manager Kim et de lui dire de se taire. C'est ainsi que sa mère pourrait vivre en paix. Le manager Kim ayant été arrêté, son poste serait bien sûr vacant. Sang-du avait toujours très bien performé récemment, et devint naturellement un candidat de remplacement. Sang-du montra sa gratitude, mais après s'être retourné, il cessa immédiatement de sourire. Il rapporta cette nouvelle à Ji-Yuk, puis se rendit à la prison pour rencontrer le manager Kim comme indiqué. Sang-du avait l'intention de transmettre le message de Ko-in. Contre toute attente, à ce moment-là, le manager Kim prit les devants, lui demandant quelle était sa relation avec Ko-in. Était-il réellement père et fils comme il le suspectait? Sang-du ne nia pas cela, et raconta même tout ce qu'il savait. Il invita également le manager Kim à se venger avec lui. Alors que Sang-du réussissait à rallier le manager Kim, l'équipe d'escrocs attendait avec impatience que Ko-in tombe dans le piège. Finalement, le téléphone de Ko-in sonna. Il donna rendez-vous à Ko-in à la galerie d'art et lui demanda de présenter le processus de blanchiment d'argent. Le lendemain, Ko-in arriva à l'heure, expliquant en détail le plan déjà élaboré à Ko-in. Le maillon le plus important du plan était que Sang-du apporte les 200 milliards qu'il avait reçus au casino. C'est ainsi que l'on éviterait que la source de l'argent ne soit tracée. Mais il faudrait probablement un camion pour transporter 200 milliards en espèces. Après avoir écouté Ko-in, Ko-in resta pensif. Daedo n'avait rien à faire au parquet. Il chercha délibérément querelle à Aja, lui disant de rendre rapidement le collier volé à son propriétaire. En entendant cela, Aja fut à court de mots. Elle se plaignit à Sang-du, après tout, Daedo est un aîné, pourquoi continue-t-il à s'immiscer dans les affaires de collier des autres? Ji-Yuk ne connaissait pas l'histoire cachée derrière le collier, alors il n'y pensa pas beaucoup. Dites simplement de rendre le collier à son propriétaire, et il vous en offrira un nouveau. En entendant cela, Aja comprit immédiatement que la personne en face d'elle n'était pas Ji-Yuk mais l'escroc Ji-Yuk. Elle fut extrêmement en colère et insista immédiatement. Ji-Yuk, à court d'options, dut tout lui expliquer et l'emmena à l'hôpital où Ji-Yuk était traité. À ce moment-là, Ji-Yuk était très faible et avait besoin d'une greffe de cœur rapide pour avoir une chance de survivre. Après avoir quitté l'hôpital, Aja dit à Ji-Yuk que Ji-Yuk pensait probablement que même avec la chirurgie, ses chances de survie étaient très faibles, et espérait donc que Ji-Yuk vivrait bien à sa place. Mais comment Ji-Yuk accepterait-il un tel scénario de substitution? Les deux espéraient que l'opération de Ji-Yuk serait un succès. Les membres de l'équipe d'inspection ont rapidement retrouvé le manager Go et l'ont interrogé sur la véritable identité de Ji-Yuk. Mais le manager Go a affirmé qu'il avait toujours travaillé avec le vrai Ji-Yuk. Une fois l'enquête terminée, le manager Go a immédiatement informé Ji-Yuk qu'il semblait qu'il devait accélérer le rythme pour trouver de nouvelles pistes d'enquête. Ji-Yuk a rencontré Jong-Pu, et a également appris l'existence du téléphone que Ko-in utilisait, d'après ce que ce dernier lui a dit. Après l'avoir remercié, Ji-Yuk a immédiatement informé Aja et lui a dit qu'il enquêterait immédiatement. Contre toute attente, à ce moment-là, Aja a eu un accident de voiture. Ji-Yuk a appris la nouvelle, s'est immédiatement rendu à l'hôpital, et l'équipe du manager Go s'est également précipitée. Portant de nouvelles informations, le camion qui a percuté Aja était conduit par un sans-abri ivre. Ji-Yuk a tout de suite compris que Ko-in était derrière ça. Furieux, il a voulu se précipiter à la galerie d'art pour le confronter. Le manager Kim et le manager Go, le voyant, l'ont immédiatement arrêté.
Ils ont conseillé à Ji-Yuk de ne pas être impulsif, se précipiter devant Ko-in maintenant le ferait tomber dans son piège. Il y avait encore beaucoup de choses en suspens, et il ne fallait plus faire d'erreur à ce stade. Après s'être calmé, Ji-Yuk s'est ressaisi et a ordonné au manager Go d'enquêter sur les personnes que Ko-in avait contactées par téléphone au moment du meurtre. Puis il demanda au manager Kim d'analyser le rapport d'autopsie, pour voir s'il y avait des points suspects ou des lacunes. Toutes les enquêtes furent menées d'urgence. Au même moment, Aja commença enfin à se réveiller. Heureusement, cet accident de voiture ne lui avait pas causé de blessures graves, et elle pouvait récupérer avec du repos. Ji-Yuk reçut la nouvelle et se rendit immédiatement à l'hôpital pour rendre visite à Aja. Mais Aja ne pensait qu'à l'affaire de Ko-in, et avait même déplacé le lieu de traitement de l'affaire à l'hôpital. Après s'être rétabli, Aja retourna au parquet. À ce moment-là, le manager Go avait également retrouvé l'historique des appels du manager Kim. Lorsqu'il découvrit que le directeur Wang était décédé, il était également à proximité. Ils convoquèrent immédiatement le manager Kim une nouvelle fois et lui présentèrent des preuves décisives. Voyant que l'adversaire commençait à vaciller, ils continuèrent à le presser. Ji-Yuk fit savoir au manager Kim que la maison qu'il avait reçue était un don. Le droit de propriété avait été transféré, elle appartenait à Ko-in depuis longtemps. En fait, sa mère n'était qu'une otage, y vivant temporairement. Ils demandèrent au manager Kim si son silence pour une telle personne en valait vraiment la peine. J'ai des preuves décisives en main. Finalement, Aja et Ji-Yuk remportèrent une grande victoire dans cette bataille psychologique. Le manager Kim dit immédiatement que s'il mettait sa mère en sécurité, il livrerait cette preuve importante. Les deux acceptèrent immédiatement, à peine avait-il fini de parler que le téléphone de Ji-Yuk sonna, il s'avéra que Sang-do avait réussi à légaliser les 200 milliards. Ko-in avait également amené des gens à l'entrepôt, commençant le transport de l'argent liquide. Tout était sous la surveillance de l'équipe d'escrocs. Les deux rencontrèrent immédiatement le ministre Yang, muni d'un mandat de perquisition, prêt à agir. Au même moment, après une série d'enquêtes, le département de surveillance soupçonnait Ji-Yuk et Aja d'avoir collaboré avec le vrai Ji-Yuk, mais n'avait aucune preuve concrète. Alors qu'il hésitait encore à agir, le chef du département de surveillance reçut l'ordre de les arrêter immédiatement. Un groupe de personnes agressives a fait irruption au bureau du procureur, et est tombé sur Ji-Yuk et Aja qui s'apprêtaient à partir. Les deux parties se sont affrontées sans relâche. À ce moment précis, le ministre Yang est sorti et a pris toute la responsabilité, afin que Ji-Yuk et Aja puissent agir rapidement. Le groupe n'a pas hésité et s'est immédiatement rendu à la galerie d'art. Ji-Yuk et Aja pensaient que Ko-in transportait 200 milliards en espèces, ils sont donc venus avec un mandat d'arrêt pour l'encercler. Mais Ko-in transportait des choux blancs, il les a menés par le bout du nez, et ils ont dû se retirer et revenir. Mais où sont passés les 200 milliards en espèces? Il s'est avéré que Ko-in l'avait anticipé. 200 milliards était un objectif trop important et difficile à transporter, alors il les avait convertis en 200 milliards d'obligations anonymes. Ji-Yuk et Aja y avaient également pensé, mais ne pouvaient pas saisir les obligations anonymes pour enquêter, à moins que Ko-in ne se révèle lui-même. Mais comment faire concrètement? Le groupe d'escrocs entra en action. Tout d'abord, Euna dénonça la galerie d'art à l'autorité de surveillance financière pour suspicion de fraude à l'assurance, jetant une bombe dans le point faible de Ko-in. Ensuite, Ko-in fut chargé de propager des rumeurs, disant que les agences spéciales allaient inspecter par surprise la banque d'épargne. Saisissant l'occasion, ils transférèrent le club Namsan, et enfin, Bang Jio propagea l'information que l'autorité de surveillance financière surveillait les fluctuations du marché obligataire, faisant croire à Ko-in qu'il ne pourrait peut-être pas gérer les obligations au niveau national. Il faut trouver un autre moyen de stocker les actifs. Le groupe a attaqué Ko-in de plusieurs directions, tout s'est déroulé à merveille, non seulement la galerie d'art a fermé indéfiniment, mais le club Namsan a également devancé son président. Cela a rendu Ko-in furieux, mais il y avait maintenant une affaire plus importante à régler. Les rumeurs propagées par Bang Jio le rendaient très inquiet, il espérait que Ko-in l'aiderait à échanger toutes les obligations en une seule fois. C'est le coup de chance qu'il attendait, Ko-in a immédiatement présenté Ko-in, lui disant qu'il pouvait échanger les obligations contre un diamant d'une valeur de 160 milliards. Ko-in a accepté avec joie, Ko-in a rapidement contacté le propriétaire du diamant, pour que Ko-in amène un expert en diamant. Après avoir confirmé qu'il s'agissait bien d'un vrai diamant, Ko-in présenta les 160 milliards d'obligations, prêt à transiger. Mais à ce moment-là, le détenteur du diamant dit que ce n'était pas 160 milliards, mais 200 milliards. Le prix du marché du diamant était ainsi, changeant chaque jour. Ko-in hésita un peu, le détenteur du diamant fit signe à son garde du corps de refermer la valise et de l'emporter. Ko-in céda, le détenteur du diamant s'assit satisfait, fit signe au garde du corps de reposer la valise contenant le diamant sur la table. Mais en voyant la direction de la valise, Ko-in écarquilla immédiatement les yeux. Qu'est-ce que c'est? Il s'avéra que cette transaction de diamant était aussi un piège tendu par Ji-Yuk. Le point clé était cette valise à double fond. Lorsque la valise est placée face vers le haut, le vrai diamant apparaît. Si elle est placée face vers le bas, c'est un faux diamant identique. Lors de la vérification du diamant, Ko-in a vu que c'était le vrai. Mais une fois la transaction terminée, il tiendrait le faux. Cependant, le garde du corps a accidentellement placé la valise à l'envers. Maintenant, la chose devant Ko-in est toujours le vrai diamant. Alors, tout est inutile, n'est-ce pas? Au moment crucial, Ko-in devait toujours agir. Il a habilement donné un coup de pied à la valise pour la faire tomber, puis a saisi l'occasion pour que le garde du corps la remette dans le bon sens. La transaction de diamants, pleine de rebondissements, a été un succès. Ils ont également récupéré les biens de Ko-in. Une si bonne nouvelle mérite d'être célébrée avec quelqu'un. Ji-Yuk a dit à Bang Jio de se faire passer pour un sans-abri. Il devait se rendre au poste de police et dire qu'il avait trouvé un diamant précieux dans le parc. Cette nouvelle s'est rapidement répandue. Par conséquent, Ko-in a immédiatement invité un expert pour l'évaluer. Mais cette fois, après l'évaluation, l'expert a dit que c'était un faux. Ko-in est entré en colère et a brisé le diamant.
Les fauteurs de troubles de l'entrepôt d'un champ ont été arrêtés par la police et emmenés au bureau du procureur. Après l'interrogatoire de Aja, ils ont révélé que Cohen avait fait du mal à des gens. Aja et Jiyuk ont immédiatement pris un mandat d'arrêt et se sont rendus à la galerie d'art pour procéder à des arrestations. Il s'est avéré que pour éliminer les problèmes futurs, Cohen avait fait attaquer le manager Kim en pleine nuit, le laissant dans le coma. Mais aussi méticuleux qu'il fut, il n'avait pas imaginé que Aja avait trouvé un autre témoin. Face aux preuves concrètes, Cohen n'avait toujours pas peur. Car il pensait que ce n'était qu'une enquête menée par des escrocs. Qu'y avait-il de si terrible? Effectivement, peu de temps après, le procureur en chef et Deso sont entrés. Le procureur en chef a demandé que le procureur Jiyuk subisse un test sanguin pour vérifier son identité. Voyant le procureur en chef rendre les choses difficiles, le ministre Yang et Aja étaient extrêmement tendus. Mais Jiyuk, devant eux, a dit calmement, pas de problème. Le procureur en chef et Deso ont emmené Jiyuk avec confiance pour le test sanguin. Mais les résultats ont laissé tout le monde stupéfait. Le rapport montrait que l'échantillon de sang correspondait à celui de Jiyuk à 99,99%. Cela signifie que la personne en face est le vrai procureur Jiyuk. Ce résultat a stupéfié Aja et le ministre Yang. Quand Jiyuk s'était-il réveillé, et quand avait-il échangé son identité avec Jiyuk? À ce moment-là, Cohen ne savait encore rien. En voyant Aja revenir seul, il crut d'autant plus que l'identité de Jiyuk avait été révélée. Au moment où il s'apprêtait à appeler son avocat pour qu'il retourne à la galerie d'art, Jiyuk a poussé la porte. Aja a également poussé les résultats du test sanguin devant Cohen. Tous ses calculs se sont effondrés, il a été conduit en prison. Quand Seung-du est venu lui rendre visite, Cohen a avoué qu'il était en fait le père de Seung-du. Il a probablement voulu jouer la carte émotionnelle, il a même dit beaucoup de choses émouvantes. Mais à ce moment-là, le cœur de Seung-du était déjà de pierre. Peu importait ce qu'il disait, Seung-du n'avait qu'un seul objectif, le précipiter en enfer pour expier ses fautes auprès de sa mère. Cohen incita Seung-du à faire de faux aveux, à rejeter toute la faute sur le manager Kim, et promit que s'il était libéré, il serait un bon père et donnerait tous ses biens à Seung-du. Après avoir écouté, Seung-du resta silencieux, mais finit par accepter. L'affaire de Cohen fut rapidement jugée publiquement. Le parquet l'inculpait de plusieurs chefs d'accusation, meurtre, incitation au meurtre, violation grave du droit pénal économique spécial. Aja continua de révéler d'autres crimes, y compris l'utilisation de la valise diplomatique pour la contrebande de glutamate monosodique, l'incitation à frapper Seung-te, celui qui a alerté la police, l'élimination de témoins importants, le diplomate Yang Jin, les menaces contre le directeur de banque Shinshik, les menaces contre le ministre Kim Emochon. Après que le procureur eut terminé sa présentation, l'avocat de Cohen demanda à citer Seung-du comme témoin, et téléchargea également comme preuve des captures d'écran de la conversation entre Seung-du et le manager Kim. Comme Cohen avait toujours donné des ordres par l'intermédiaire du manager Kim, lorsque Seung-du fut interrogé sur l'enlèvement de Seung-te, il révéla la vérité, que c'était le manager Kim qui l'avait fait. Sur cette base, l'avocat déclara qu'il était clair que Cohen n'était pas impliqué, et que le véritable coupable était le manager Kim. Cohen, voyant la situation, pensa qu'il était sur le point de gagner. Mais à ce moment précis, Jiyuk demanda à interroger Seung-du davantage. Jiyuk lui demanda s'il connaissait la raison de la déconnexion de Seung-te. Seung-du admit qu'il avait involontairement éliminé Seung-te. Cohen était étourdi, mais le plus surprenant était à venir. Jiyuk demanda ensuite, pourquoi avoir détenu Seung-te? Seung-du répondit que c'était parce que Seung-te avait une vidéo de trafic de marchandises illicites. Jiyuk sortit immédiatement la clé USB contenant la vidéo, et projeta les preuves. Les images étaient claires et irréfutables. Jiyuk demanda ensuite, l'accusé dans la vidéo est-il bien l'ours brun? Seung-du confirma que oui, Cohen ne put plus nier. Finalement condamné à mort, il ne put accepter ce verdict. Il menaçait encore en étant emmené, mais tout le monde savait qu'il n'avait plus aucune chance de renverser la situation. Il ne pouvait que sombrer dans l'enfer qu'il avait créé, seul et tragiquement. Après avoir écouté le verdict, Jiyuk se retourna et partit. Aja le suivit, lui demandant où il allait, il dit que tout était fini, qu'il était temps de reprendre son chemin. Aja lui tendit une photo prise en douce de lui parlant à Mochon. La sincérité d'une personne, Jiyuk regarda Aja, sourit et dit, pour faire une grosse arnaque, il faut beaucoup de préparation, peux-tu le supporter? Il dit cela, puis se retourna et partit, tout était fini, il retira tout l'argent, le distribua aux membres de l'équipe d'escrocs. Chacun est allé de son côté, sans se revoir, comment cela se pourrait-il? Après une période de liberté, ils se sont retrouvés, grâce à ce piège bien ficelé, ils ont aidé le procureur à attraper le criminel. Et Jiyuk a-t-il monté une autre grande escroquerie pour inciter Aja à le rejoindre? Tout le monde a sûrement la réponse, l'histoire de l'escroquerie et du procureur ne fait qu'un et ce ne sont pas des paroles en l'air. L'histoire du changement du monde se termine ici, merci à tous d'avoir regardé. Suivez-moi pour découvrir plus de grands films. À la prochaine!